Bonsoir, bonsoir. Je vois que les conversations s'arrêtent. Elles étaient bien lancées, passionnées et passionnantes. On va essayer de continuer avec cette même humeur et cette même passion pour la haute valeur ajoutée humaine, cette société à haute valeur humaine qui est le thème de la soirée débat organisée par l'IRSEM pour faire progresser cette reconnaissance de l'utilité sociale, du côté indispensable pour notre société des métiers de salariés à domicile. La vie quotidienne, la petite enfance, le grand âge, la dépendance, etc. C'est des mots qu'on entend évidemment énormément dans la société médiatique qui sont souvent ramenés à leurs aspects les moins humains, c'est-à-dire les chiffres, les budgets, les coûts, les grandes réflexions politiques. Et on va essayer de voir les personnes qui sont derrière ce monde-là et derrière cette valeur ajoutée. Merci à Serge Damariana, merci à Serge à travers l'IRSEM, dont il est le directeur général, d'organiser cette soirée débat, puis de porter aussi ce long combat, ce grand combat sociétal. Je vais vous décrire rapidement le programme des 2 heures qui nous attendent. Ça va être très très varié, très animé. On va commencer par un extrait du documentaire de Johan Lefort. Johan Lefort a composé un documentaire qui s'appelle Essentiel, un documentaire parmi beaucoup d'autres dans son œuvre, mais toute son œuvre porte cet attachement à l'humain. Ensuite, nous aurons une conversation entre Vincent Jarousseau, documentariste lui aussi, photojournaliste, réalisateur, de son ouvrage « Les femmes du lien » avec Leila Ischer, la directrice des affaires stratégiques du groupe IRSEM. Le 3e temps de notre rencontre sera un débat en quatuor sur la meilleure reconnaissance qu'il faut apporter à l'utilité sociale de ces salariés à domicile, identifier les freins, identifier les leviers qu'on peut ajouter, essayer de décrire un horizon en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait. Et nous recevrons autour de cette table du débat Nora Béra, notre grand témoin, ancienne ministre de la Santé, médecin elle-même, Julie Deloum, qui est présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France, la FEPEM, et puis Florian Berco, le maire de Laval, et Johan Lefort, donc le réalisateur, l'auteur d'Essentiel. Et nous garderons un peu de temps pour la fin, pour un débat entre vous qui connaissez tous très bien ces sujets et les interlocuteurs pour qu'il y ait des échanges entre vous. Je ne vais pas parler plus longtemps, puisque le mieux que l'on puisse faire quand on parle de la haute valeur ajoutée humaine de ces personnels, de ces femmes et ces hommes qui répondent aux besoins des services à domicile, le mieux qu'on peut faire, c'est d'aller les voir, c'est d'aller à leur rencontre. Et je vous propose de lancer immédiatement la première séquence, c'est-à-dire de se plonger dans la vie de ces salariés à domicile. Essentiel, c'est 6 profils. 3 auxiliaires de vie, 2 aides ménagères, une assistante maternelle qui ont été suivis au plus près de leurs tâches, mais au plus près aussi de leur existence, parce que c'est évidemment des métiers où on raisonne dans son être par rapport à ce que l'on fait et aux gens pour qui on travaille. Et donc on va regarder à travers l'extrait de ce documentaire la réalité humaine de ce monde des salariés à domicile. Donc place à la projection. Il y a 3 jours dans la semaine où j'ai vraiment de grosses journées, en comptant le trajet, le déplacement entre les employeurs. Ça fait à peu près 9 heures. Comme aujourd'hui, ma journée, c'est jusqu'à 20 heures. Moi, j'ai toujours trouvé du travail par l'intermédiaire de l'un, de l'autre, puis par le biais des amis ou des relations, voilà. Il faut tout faire pour gagner d'abord la confiance de ces personnes, et puis de là, et puis faire son travail, de faire ce qu'on nous demande de faire. En tout cas, pour moi, j'essaie de faire au mieux pour satisfaire mes employeurs.
Oui. Allez. Il dit au revoir à ses petits enfants. Tu me donnes après, je te relate tout de suite après. On va laisser un peu à Awa. Gaspard. Non. Si, Gaspard. On partage. Alors après, on va lire les histoires. Vous voulez qu'on lise les histoires du loup? Et Sybille, on lit les histoires? On verra bien. Ouais. Donnerez votre avis. Ouais. Ah bah XL, ça va être trop petit, elle est forte. Ouais, donc non, ça n'ira pas. Attendez encore un petit peu, on va sûrement Ok. reprendre. De toute façon, moi, je viens régulièrement pour moi, hein, donc Ouais, il n'y a pas de souci. je vous remercie. De rien. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Du coup, c'est ce qu'il fallait ou vous voulez faire un tour? Je vais faire un tour quand Ouais. même, ouais. Ma petite brie-brie. C'est difficile d'avoir du Ça y est, beige. c'est des je trouve. couleurs d'automne, donc ça va être compliqué. Hein. Une belle salopette, vous voulez pas? Là? Non. Un truc pareil, je mettrai jamais un truc pareil. J'arrive même pas à la plier. Ça va aller? Ouais. Bah, c'est vrai que j'ai pas eu de kiné depuis mardi. Hein. Ouais. Bon, après, ça va, vous en avez fait un peu toute seule. C'est bien. Plus dur, c'est mon bras de le bouger. La jambe, ça va encore un petit peu, mais le bras, c'est compliqué. C'est côté gauche, c'est tout. Alors vous essayez de marcher un petit peu tous les jours, Mélissa, ou avec Brigitte? Oui, quand on a le temps, oui. Là, je fatigue, Mélissa. Je suis là. Voilà. Hop. Je sens quand ça commence à trembloter, c'est que Bah, c'est fini. Hein. arrêtez. Mais c'est bien, là. Et la semaine prochaine, on remet ça. Tous les jours, s'il faut, je vous l'ai dit. Voilà. Bah, en fait, j'ai fait un AVC en 2022. Il va avoir 2 ans bientôt. Ça a touché tout le côté gauche. Le côté gauche, ouais. Oui. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Donc la marche et puis le bras, quoi. Il y a une personne de la POC qui est venue me rencontrer parce que j'avais demandé pour avoir un peu plus de temps pour aller me balader parce que j'en ai besoin. Autrement, je déprime. Donc j'ai fait connaissance de Mélissa, qui est une personne qui est très sensible, qui m'aide dans le ménage. Et quand on va au cimetière, parce que de temps en temps on va au cimetière, ben là la route elle est longue. Je sais pas combien 4 kilomètres, mais Bah, il y a au moins 30 minutes. il y a 30 minutes, quoi, à pied. Ouais. En marche, elle marche vite, Mélissa. Elle fait son sport. Mélissa dit qu'elle fait son sport avec moi. C'est une personne formidable. Et heureusement que je l'ai. Je raconte beaucoup de choses. Pareil pour moi, oui. Même de mon passé, tout ça, j'ai entièrement confiance en Mélissa. Même moi, quand des fois ça va pas à la maison, je parle. Ouais, et elle raconte aussi un petit peu. Ouais. Je connais un petit peu sa fille, qui est mignonne comme tout, qui est gentille comme tout. Oh, avec vous alors. Avec moi, peut-être. Parce que je vous ai dit, même si vous déménagez, je vous suis. Oui, même Vous si allez je pas vais vous dans le sud. débarrasser de moi. Vous Ah, allez dans me le sud, suivre. on discutera ça plus tard. Dans le sud, je sais pas. Il y a des trucs de pluie, là. Ouais. Mais c'est vrai que le doré qu'on a mis, on n'a pas encore eu la flotte dessus. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Avec des pommes de terre. Ouais, c'est bon. Là? Ouais. Avec la pomme de terre? Les gens sont sympas. Là, il fait beau, donc on a la chance, là. De toute façon, chaque après-midi, on est dehors. Si c'est pas pour aller loin, on sort. Ouais. Si Mélissa, j'avais pas Mélissa, je ferais rien. Je serais enfermée tout le temps. Ah, mais on n'avait pas ça. Non. Du coup, c'est quoi? C'est un petit parc? Là-bas? Bah ouais.
Bonjour Gilbert. Bonjour monsieur Chouki, Comment il va très bien. Ah, le médecin, il m'a dit que j'allais bien. Ah ben, c'est bien, c'est déjà ça. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, tu vas me faire des pâtes chinoises comme tu avais dit la fois dernière. J'étais faire les courses, j'étais au marché, j'ai acheté la viande, les légumes. Ah ben, c'est bien. Et j'ai sorti tout Le lieu, on ne le fait pas aujourd'hui, hein? Non. Parce que tu m'as dit que tu vas le changer pour avant mes vacances. Juste avant que tu partes, comme ça on sera D'accord, tranquille. d'accord. Et aussitôt que tu partes, je m'en vais en vacances chez ma sœur. Bah, c'est bien ça. Il y a 3 semaines, ça va vite, hein. Et t'as tout mangé? Qu'est-ce que j'ai préparé la semaine dernière ou pas? Ah non, 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 je l'ai mis de côté parce qu'il faut que je garde quand tu ne seras pas là. Hein. Faut que je fasse des réserves. Ah bah t'as bien raison. Et j'ai déjà emmené du poulet aux olives que tu m'as fait déjà. C'est bien, tant que t'es content, c'est déjà ça. Oui. Voilà. Et les médicaments, est-ce que tu as été à la pharmacie? Oui, elle m'a donné tout, mais pour ma cheville, elle m'a dit d'aller faire le kiné. Et puis elle m'a dit de... Bah oui, il faut faire la kiné, un truc, Gilbert. une chevillère, là, je sais pas pourquoi. T'as pas été sur la tombe de Bernard? Non. Tu vas quand? Demain. Ah, bah c'est bien. Ça fait du bien ou pas quand tu vas là-bas? Ah oui, 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 ça me fait beaucoup de bien. C'est vrai? Hop. Il est où maintenant? Les plus légumes? Oui, s'il te plaît. Rien, les plus légumes. Il est là à sa place, Bah, il n'est pas à sa place. Si, il est là à sa place. Bon, merci. Au revoir. Et je suis encore dans ma maison, je peux savoir où je mets mes Oui, affaires. mais bon, quand même. Hein? La semaine prochaine, je peux pas venir, hein. Je vais changer avec Madame Dom. Je vais aller chez elle le matin. Et l'après-midi, j'ai rendez-vous chez le médecin. Et un autre jour, je passe chez toi. T'inquiète pas, je vais faire tout. Hein. Ah bon? Non, non, t'inquiète. Tu me diras hein, si un jour il manque des ingrédients, là, parce que moi, je me sers pas de tout ça. Gilbert, s'il te plaît, si tu restes là, franchement, mets-toi là et comme ça, t'es tranquille. Chaque fois que t'es là, je suis stressé. Ça se passe très bien. Mec, Gilbert, je le comprends. Hein. C'est pas parce qu'il veut me donner un coup de main, il veut pas que je me fatigue. Mais c'est pas comme ça. Moi, je suis bien quand je suis libre, quoi. À l'époque, quand je cuisinais à l'amie, la dame que je parlais pas bien français, au lieu de dire, tu vas te régaler, j'ai dit, tu vas te galérer. Ah bah oui. Tu vois? Et elle rigole, elle me dit, non, régaler. Voilà, ça va être difficile de faire mieux pour montrer les visages humains qu'il y a derrière ces professions. Cette haute valeur ajoutée qui est non seulement sociale, parce que ça évite beaucoup de dépenses pour la collectivité, beaucoup de soucis pour la collectivité que d'avoir ce micro-lien, mais qui est aussi tout simplement un moment d'humanisme presque philosophique. En fait, on a l'impression que dans le travail, dans les rapports de travail, dans les échanges économiques, depuis la révolution industrielle, on a éloigné l'homme de l'homme, on a éloigné l'humain de l'humain. D'abord parce qu'on a mis la machine, le matériau entre eux, et puis maintenant on met le numérique. Donc tout se fait par numérique, donc l'autre humain est à distance quand il n'est pas inexistant ou remplacé, ce qui est pire, par une machine qui se fait passer pour un humain. Ça nous est tous arrivé de répondre au téléphone à une voix qui n'est pas celle d'un humain. Là, on a vraiment le retour au contact humain-humain et néanmoins dans un échange de services, dans un échange monétisé. On va poursuivre cette réflexion autour de ce lien, des femmes du lien, mais aussi des hommes du lien, comme on l'a vu là, avec nos deux premiers intervenants. Donc je vais demander à Vincent Jarousseau de nous rejoindre sur un des fauteuils, au choix, ainsi que, bien sûr, Leïla Ischer, qui va aussi nous rejoindre. Pendant qu'il s'installe, je les présente. Leïla est directrice des affaires stratégiques de l'IRSEM, donc elle pilote le cabinet du directeur général. Elle a été professeure associée en master banque assurance à l'université de Lille entre 2004 et 2011. Elle a été rapporteuse du comité scientifique lors de la concertation nationale sur la loi Grand Âge et Autonomie. C'est le ministère des Solidarités qui avait organisé cela en 2018-2019. Donc à la fois au plus près du terrain et puis dans la fabrication de textes, parce qu'il faut des lois. Leïla
approcher concrètement ces réalités. Vincent, comme je le disais tout à l'heure, est photojournaliste, documentariste, réalisateur. Les femmes du lien qui ont été publiées en 2022 aux éditions Les Arènes, c'est un ouvrage un peu particulier. Je crois qu'on en a des exemplaires. Vous en avez un ici, il y en a d'autres qui ont été apportés, puisque c'est sous forme d'un véritable récit, d'une véritable narration, mais Vincent nous l'expliquait, comme un roman photo. Un roman de la réalité, puisque ce sont des vrais êtres, bien sûr, des vraies femmes, mais également de vrais propos qui ont été vraiment tenus au moment de la saisie de ces images. Donc c'est utilisé finalement un mode assez intime, le roman photo, jadis dévolu aux histoires d'amour, pour nous présenter d'autres histoires d'amour, qui sont des histoires d'amour entre ces femmes du lien et celles et ceux qui profitent de ce lien. On va découvrir dans cet ouvrage, je crois, Marie-Basile, Angélique et Séverine. C'est vos héroïnes donc, de l'ouvrage. Je vais vous laisser parler. Je vais me mettre au milieu, non comme arbitre, mais comme simple observateur et comme témoin un peu naïf. Parce que, on l'a vu à travers cet extrait du documentaire Essentiel, on le voit évidemment dans votre ouvrage. D'abord, il faut trouver des personnages. D'abord, il y a un être humain avec sa personnalité. On a vu d'ailleurs entre Mélissa ou avec dans le dernier extrait le cuisinier, à quel point le contact humain, ce n'est pas monsieur, madame, client, usager, service, c'est presque un membre de la famille, presque un membre de l'entourage amical. En tout cas, il y a une intimité qui se crée. C'est ce que vous avez voulu décrire aussi à travers ce roman photo des femmes du lien, Vincent ? Oui, entre autres. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, moi, ce projet, je j'initie ce projet à l'automne 2019. Donc c'est un peu particulier puisque en fait c'est un projet que je vais poursuivre pendant 2 grosses années, jusqu'à la fin de l'année 2021. Et je vais traverser aussi cette crise sanitaire, où notamment les périodes de confinement où les êtres humains, pour le coup, ont été séparés. Et alors évidemment, l'objectif de départ n'était pas de documenter une crise sanitaire dont j'ignorais l'existence comme tout le monde à l'époque, mais véritablement, effectivement, de mettre l'accent sur cette notion du lien. Alors moi, le point de départ de ce projet, parce que quand on part dans une aventure documentaire, et je pense que vous pourrez aussi en témoigner tout à l'heure, c'est souvent pour nous une aventure qui va nous occuper pendant longtemps. Mais il faut une conviction de départ, quelque chose qui motive. Et moi, dans mes travaux précédents, j'avais été amené à beaucoup travailler sur les classes populaires. J'avais été amené aussi, à l'automne 2018, à suivre des personnes qui s'étaient engagées dans le mouvement des Gilets jaunes, un peu par hasard. Et j'avais été stupéfait à l'époque par le nombre de femmes qui étaient présentes sur les ronds-points. Des femmes qu'on ne voit pas dans les mouvements sociaux habituellement, qui n'existaient pas dans les espaces médiatiques. Et qui se mobilisaient à ce moment-là pour dire d'une certaine manière on existe, on est là, on est essentiel. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu en fait m'engager dans ce projet parce que elles exprimaient très fortement ce besoin de lien en fait qui se distende dans nos sociétés contemporaines. Et au-delà, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était cette question centrale. Mais Nora Bella en parlera certainement beaucoup mieux que moi ensuite. Cette notion centrale de vulnérabilité. Puisque finalement, qu'est-ce qui relie toutes ces femmes, qu'elles s'occupent de jeunes enfants, de personnes handicapées, de personnes âgées, de personnes en situation de détresse sociale, puisque les femmes du lien, c'est 8 femmes en tout, il n'y a pas que les 3 femmes dont on parle, c'est de prendre en charge, d'accompagner les vulnérabilités des autres. Or, nous sommes dans un monde, malheureusement, où nous allons aller vers de plus en plus de vulnérabilité. D'une part, parce qu'on a une population qui vieillit déjà, qui va de plus en plus vieillir, pas toujours en bonne santé. Quand vous travaillez par exemple à Roubaix, comme on le voyait dans le film, ou moi-même dans la Vénois, donc une micro-région du nord de la France, on a des indicateurs de santé qui ne sont pas bons du tout. Donc il y a des besoins d'accompagnement qui vont croissant et qu'il faut assurer. Donc pour toutes ces raisons, voilà, je voulais développer ce projet à l'époque. C'est l'importance du maintien à domicile. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aider ces vulnérables à rester le plus longtemps possible et peut-être jusqu'au bout dans leur univers familier, où on sait où on a rangé les plus chers de légumes. Exactement, et
bon, je racontais juste avant que j'ai suivi 8 femmes, donc j'ai aussi suivi une accompagnante éducative et sociale en EHPAD, une aide-soignante dans un centre de rééducation et de réadaptation en Seine-Saint-Denis cette fois-ci, une aide à domicile à Paris, Marie-Basile, Séverine qui a été aide à domicile également, Angélique qui est assistante maternelle. J'ai suivi aussi une TISF, alors c'est en dehors de notre champ de ce soir, mais une technicienne d'intervention sociale et familiale qui travaille à domicile aussi, hein, puisque là il s'agit de suivre des familles en difficulté, donc c'est de l'accompagnement social à domicile. Donc ce sont véritablement des métiers où on va être amené à travailler soit chez soi, c'est le cas des assistantes familiales, des assistantes maternelles, ou chez les autres, donc tous les métiers que je viens de citer. Donc cette notion du domicile, de cette intimité, elle est extrêmement forte. Mais j'ai pu avoir des éléments de comparaison, en effet, sur la question de la prise en charge entre des structures et le domicile. Et aujourd'hui, on peut le dire, on peut l'affirmer, je crois, assez clairement, il y a une forte aspiration des principaux intéressés au maintien à domicile le plus longtemps possible. La génération aujourd'hui qui arrive en situation parfois de dépendance, c'est la génération qui a connu mai 68. Donc il y a une forte aspiration à une certaine autonomie. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette génération, elle a des exigences qui ne sont pas exactement les exigences que leurs prédécesseurs, leurs parents ont connues, où finalement, par exemple en milieu rural, on allait à l'EHPAD, femme d'agriculteur par exemple, à la mort du conjoint, relativement jeune, plutôt pour chercher une forme de prestation hôtelière. Aujourd'hui, on rentre à l'EHPAD, généralement, en moyenne, hein, c'est pour les 2 dernières années de la vie, et parfois beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'il y a cette aspiration très très forte, et derrière, en creux, évidemment, au-delà des aspirations profondes, il y a une question aussi de modèle. Évidemment, le modèle n'est pas tout à fait le même. On a en France, parmi les groupes qui gèrent les EHPAD dans le secteur privé, on en a pas mal entendu parler ces dernières années, on a 4 leaders européens qui investissent beaucoup aussi dans les autres pays européens. On a construit beaucoup d'EHPAD, mais si je prends par exemple le cas du Danemark, qui a un modèle beaucoup plus domiciliaire, au Danemark, ça fait 40 ans quasiment qu'on ne construit plus de places en EHPAD. Donc c'est aussi pour montrer qu'il y a aussi d'autres choix possibles, avec un dispositif qui fonctionne plutôt assez bien dans ce pays. Leïla, quand on réfléchit à faire une loi grand âge, c'est-à-dire à transmettre des préoccupations dans un texte législatif, est-ce qu'on peut tenir compte de ces préoccupations, le maintien à domicile et le contact humain? Très bonne question. Alors, je peux vous répondre par rapport à mon vécu. Le vôtre. Je me souviens d'échanges où ces préoccupations, elles étaient déjà existantes. On en parlait avec Madame la Ministre tout à l'heure. Le sujet, il est pas récent. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une myriade de rapports. C'est un sujet qui est récurrent et force est de constater que le sujet n'avance pas, ou en tout cas pas à la hauteur des enjeux de demain et de ce fameux, vous parlez des baby boomers qui arrivent là en 2030 à la retraite, enfin, à un âge avancé, et avec des sujets de perte d'autonomie aussi qui sont en accroissement. Et aujourd'hui, on n'a pas pensé l'accompagnement et le bien vieillir à domicile suffisamment vite. Les signaux d'alerte étaient déjà là. Donc oui, on peut les intégrer. Je me souviens d'un rapport avec 8 axes forts, 175 recommandations, et avec tout un bran sur le bien vieillir. On en parlait tout à l'heure, l'accompagnement du vieillissement, vieillir en santé à domicile. Et pour autant, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de rustines et beaucoup de manques aujourd'hui. Et on a un choix qui reste encore binaire entre structures médico-sociales, finalement, et vieillir à domicile, qui devient de plus en plus compliqué. L'aspiration sociale à rester à domicile et à briser cette logique du collectif et des EHPAD, vous la sentez monter parmi les gens avec qui vous travaillez, que ce soit les salariés à domicile qui sont auprès de ces personnes vulnérables ou auprès des employeurs? Exactement. Alors, Julie, l'hôtel de Loum en parlera mieux que moi tout à l'heure, qui représente la Fédération des employeurs à domicile. Mais pour ce qui est des salariés qu'on accompagne, nous, en termes de groupe de protection sociale, évidemment que c'est quelque chose qui ressort. Elles sont très fières. Et d'ailleurs, Vincent Jarousseau le met très, très facilement en exergue dans son ouvrage. On le voit. On va parler de Marie-Basile tout à l'heure, qui n'hésite pas à dire, elle a une fierté, elle a cette reconnaissance de dire finalement, je suis utile. Florenza, qui est cette dame dépendante qu'elle accompagne 6 heures par jour, elle est fière de pouvoir dire finalement, c'est grâce à mon action que je lui permets de vieillir à domicile. D'ailleurs, les gens veulent mourir à domicile. Je reprends
intime, c'est très fort. Donc effectivement que c'est quelque chose qui est important, qui ne fait que de s'accroître, et sociétalement, aujourd'hui, ça donne envie à personne de vieillir dans une structure médico-sociale. Tout le monde aspire à un vieillissement apaisé au sein de son domicile. Vincent, on va peut-être voir d'ailleurs d'autres plans. Je ne sais pas si on en a d'autres en images en oui. plus de la couverture. On peut les faire défiler, hein, puisque on voit les visages. On a beaucoup dit, et on dit encore, que ces personnels très précieux, et on l'a encore vu évidemment encore plus fort pendant l'épidémie de Covid, sont des invisibles. Évidemment non pour ceux qui profitent de leur service. C'est même devenu, comme je le disais, parfois des membres de la famille, tellement ils sont importants affectivement et entre guillemets techniquement. Mais est-ce qu'eux continuent à avoir ce complexe de l'invisibilité, ou est-ce qu'au contraire ça leur convient, ça leur va d'être invisible? Quel est leur rapport à ce contraste? Vous êtes essentiel, mais vous êtes invisible. Disons qu'il y a des slogans, puis il y a aussi des réalités. Ces réalités, moi j'ai voulu vraiment les mettre en avant dans ce livre. Parce que finalement, tout le monde dans son entourage, de près ou de loin, connaît une aide à domicile, une assistante maternelle. C'est considérable en termes de masse. Hein, je veux dire, moi, je comparerais les aides à domicile aujourd'hui, et ça devrait être dans notre imaginaire le cas pour faire évoluer les choses. Ce sont un peu les nouvelles cheminotes des années 30, c'est-à-dire c'est un corps social. Et je parle des aides à domicile, mais plus largement des femmes du lien, qui représentent environ 3 millions de personnes. Si vous ajoutez les agents d'entretien, ça représente 5 millions de salariés en France, donc avec des professions extrêmement féminisées. Si je parle des femmes du lien, c'est 90% d'emplois féminins. C'est à peu près un emploi sur 4 féminins aujourd'hui dans le pays, donc c'est considérable. Et en même temps, c'est finalement assez peu visible hein, dans les espaces de représentation. Et surtout, et c'est là-dessus que j'insiste beaucoup dans le livre, il y a une méconnaissance de la technicité et des compétences que supposent ces professions. Quand Marie Basile arrive chez Florenza, elle est en perte de capacité cognitive très avancée. C'est une volonté de ses 2 enfants d'avoir ce maintien à domicile. Elle a besoin d'une présence quasi permanente. Quand vous allez être du matin au soir chez Florenza, sachant qu'elle va chez un autre bénéficiaire en milieu de journée, déjà il faut tenir dans la durée, il faut occuper le temps, il faut être extrêmement présent. Et vous vous introduisez dans le domicile d'une personne. Donc il y a aussi une dimension, je dirais, fine, c'est-à-dire que vous êtes là vraiment pour respecter l'espace dans lequel, quel que soit, je dirais, l'endroit où vous allez aller au plus près de l'intimité de la personne, ne serait-ce que quand vous allez effectuer une tâche de toilette. Donc là, on n'en voit pas à l'écran, mais il y en a d'autres avec Séverine notamment. Donc là, on passe sur Angélique qui est l'assistante maternelle, on le verra tout à l'heure. Mais moi, j'ai été extrêmement impressionné par les toilettes. Faire une toilette à une personne en situation de dépendance, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, bien le faire dans un temps, alors en plus, qui peut être extrêmement réduit quand vous travaillez pour des structures, puisque les temps d'intervention, généralement, n'excèdent pas une demi-heure. Donc, vous devez assurer une toilette, parfois une tâche de ménage, assurer parfois faire sortir le chien, enfin des petites choses, en un temps record, sachant que l'attente de la personne chez qui vous allez, au-delà des tâches techniques, c'est d'abord le lien, c'est les échanges que vous allez avoir. Le petit monsieur dont je ne me souviens plus du prénom, que l'on voit à l'écran, ça fait quelque temps déjà, voilà, il était souvent à la porte que l'on voit là où... et il attendait Séverine, il savait exactement à quelle heure elle arrivait, et il était d'abord en attente de cet échange, il lui proposait systématiquement de prendre l'apéro. Bon, Séverine, évidemment, disait poliment non, mais elle faisait, comme on le voit d'ailleurs dans le film, partie de la famille. Les personnes âgées chez qui Séverine va, ou même d'ailleurs Marie Basile, connaissaient les filles de Marie Basile. Donc il y a cette proximité, ce lien qui quelque chose d'essentiel, parce que finalement, c'est une raison tout simplement d'exister. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en avant dans ces mini-récits, alors qui sont des récits qui s'inscrivent quand même dans la durée. Là, on est avant le Covid, hein, on n'a pas de masque, mais voilà, c'est vraiment important de le comprendre. Ce sont vraiment des métiers qui demandent des compétences techniques et une forme d'intelligence affective. Et juste pour conclure mon propos, c'est vrai que ça pose des questions plus philosophiques, qui sont d'ailleurs posées par quelqu'un comme Cynthia Fleury, sur la question
de qu'est-ce qu'on reconnaît dans nos sociétés. En France en particulier, on accorde beaucoup de valeur au savoir académique, intellectuel, au détriment de l'intelligence manuelle, travail de la main, ou de l'intelligence affective. C'est David Goodhart, dans son livre La main, le cœur et la tête, qui mettait ça en exergue dans la société anglaise, où finalement, ces métiers qui ne seront pas remplaçables par l'IA, hein, par dit en passant, aujourd'hui sont quand même très dévalorisés. Je veux dire, je ne vais pas insister, mais vous connaissez la situation des aides à domicile. Hein, le temps moyen pour une aide à domicile pour percevoir un SMIC mensuel, et finalement ça n'a pas tant changé que ça depuis le Covid, c'est 15 ans pour percevoir un SMIC mensuel. Pour des questions de comptabilisation des heures de trajet qui ne sont pas tous pris en compte, avec des journées qui sont morcelées, ce qui, moi, me fait souvent dire que les aides à domicile, en réalité, travaillent à temps plein, mais sont payées partiellement. D'où la difficulté aujourd'hui pour les particuliers employeurs comme pour les employeurs de trouver une manœuvre. Donc il y a vraiment une forme d'inadéquation extrêmement forte entre leurs compétences et la réalité. Alors qu'est-ce qui les fait tenir ? Ce que vous disiez sur Marie Basile, qui dit « je suis extrêmement fier de ce que je fais ». Séverine qui insistait en disant je suis auxiliaire de vie sociale, je suis diplômée, alors j'ai rien contre les femmes de ménage, mais qui insistait sur le fait qu'elle n'était pas une femme de ménage et pas une aide ménagère. Il y a des distinguos, si vous voulez, à faire, et c'est vrai que ces tâches d'accompagnement sont vraiment essentielles, et voilà, il est vraiment temps de reconnaître. Ça change un peu depuis le Covid. Mais on voit bien que c'est très très compliqué. Et d'ailleurs, l'actualité de ces derniers mois vient de ces derniers jours même vient de nous le démontrer dans un accord de branche qui avait été acté pour les associations du secteur et où il y a eu une levée de bouclier de département de France, et l'État a suivi pour ne pas appliquer cet accord de branche qui aurait augmenté quand même de manière relativement substantielle. Sur les trajets, notamment en prenant en compte les trajets. Tout à fait. Excusez-moi, je voudrais juste rebondir sur son propos, par rapport à cette intelligence affective, parce que c'est quelque chose, moi je voudrais le souligner, qui est très réussi dans votre ouvrage, et c'est aussi invisible finalement que la mise en évidence de ces métiers, on n'en parle jamais. Quand on parle de ces intervenantes, on a plutôt une vision comptable de ce qu'elles apportent, des actes de l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, mais cette intelligence affective, cette capacité à pénétrer l'intimité de l'autre, et moi, ça, personnellement, à titre personnel, ça me fait écho, parce que je pense que comme la majorité de l'auditoire, on a tous dans notre environnement des personnes qui ont été accompagnées, prises en charge, et c'est vrai qu'elles ont cette faculté à se mouvoir dans un environnement, dans un intime, que même un aidant, un proche aidant n'arrive pas à avoir. Pour une toilette, par exemple, il y a toujours une certaine pudeur ou un lever de bouclier, et ça, je trouve que ce prisme, en fait, de ce qu'elles apportent n'est pas suffisamment mis en évidence, ce que vous avez réussi à mettre en évidence au travers de ces 8 intervenantes. Est-ce qu'elles demandent des droits et des protections par rapport à cela? C'est une charge mentale particulière que de devoir développer une intelligence affective tout en restant professionnel. On ne devient pas le fils ou la fille de celui qu'on aide. Est-ce qu'elle se tourne vers vous, il et elle se tournent vers vous pour être accompagnés par des droits et des protections? Alors, pour ce qui est des droits et des protections, on a une digne représentante qui en parlera mieux que moi. Mais ce qu'on observe, nous, alors je vais répondre en tant que groupe de protection sociale, c'est qu'elles ont besoin, et c'est pour ça qu'on a cette démarche aussi de valorisation, on a lancé un certain nombre de démarches, un baromètre notamment qui s'appelle Être, salarié des particuliers, salariés d'emploi à domicile, être et reconnaître. Et ce qu'on n'imaginait pas, c'est qu'aujourd'hui, elles ont une espèce de perte elles se sentent illégitimes dans ce qu'elles apportent, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent leur utilité sociale, mais finalement ce que leur renvoie la société est en deçà de leur rapport. Et nous, notre rôle en tant que groupe de protection sociale, c'est justement d'œuvrer pour lever ce verrou, parce que quoi qu'on fasse, on le voit sur un tas d'événements qu'on met en place, elles arrivent sur la pointe des pieds parce qu'elles ne se sentent pas encore légitimes. Donc ce qu'on doit leur apporter, ça c'est sûr, on doit y contribuer, c'est de travailler cette valorisation de cette forme d'emploi. Il y a le sujet des droits, et ça, le secteur y travaille, mais il faut travailler ce n'est pas suffisant, et on l'a vu avec ce fameux baromètre, c'est qu'il y a ce sujet de la valorisation et de la reconnaissance, tout à fait. Et si je puis me permettre aussi, vous avez des réalités qui sont assez peu connues, hein, c'est quand même le taux de sinistralité de ces métiers. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais on est sur des taux de sinistralité qui sont supérieurs aux ouvriers du BTP aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire ils quittent le secteur, ils quittent... C'est-à-dire que, par exemple, Séverine, aujourd'hui, elle a des gros problèmes de dos. Marie Basile
a eu la chance, parce qu'elle a une employeur, on va dire, pour le coup dans le secteur privé, qui est assez exemplaire, et voilà, qui lui a permis de faire une formation justement pour progresser. Mais ça, c'est un enjeu qui dépasse, je dirais, le simple cadre des femmes du lien, mais qui va concerner beaucoup de femmes, souvent les femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont la charge de leurs enfants, seules, et qui sont souvent bloquées, finalement, enfermées dans leur travail, parfois dans l'incapacité à pouvoir l'exercer. Je dis ça pourquoi ? Parce que c'est la question, si vous voulez, du diplôme et de la possibilité de pouvoir partir 1 an, 2 ans en formation, tout en étant rémunéré dans les mêmes conditions, et pouvoir changer tout simplement de métier ou évoluer tout simplement dans sa branche. Mais c'est un vrai besoin, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier, quand vous l'exercez et que vous avez commencé à l'exercer tôt, que généralement, vous n'arrivez pas à exercer au-delà de 50, 55 ans. C'est une réalité aujourd'hui. Excusez-moi, il y a ce sujet, je reprends bien, de la santé. Voilà, c'est un métier qui peut être dans la durée délétère compte tenu de la charge physique que ça représente. Donc il y a besoin d'un accompagnement. Il y a le sujet de la prévention qui est important. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, ces métiers deviennent un peu le bras des politiques publiques, et on va s'appuyer de plus en plus sur elles. Donc on sait très bien que c'est un métier qui est fatigant, qui est usant. Je pense qu'aujourd'hui, le besoin il est beaucoup plus large. Il faudrait une vision presque interministérielle des besoins de ces publics. L'accompagnement, alors on parlait de la reconnaissance, mais il y a le sujet du logement aussi. Il y a le dimensionnement du transport. On le voit avec Marie-Basile, qui a entre 1h15 et 2 heures de transport, suivant la disponibilité des transports. Donc je rappelle, elle vient de Seine-Saint-Denis, et donc elle va travailler à Paris. Et donc il faut vraiment un accompagnement qui soit multidimensionnel, parce que leurs enjeux sont énormes, et c'est des besoins qui vont ne faire que de s'accroître. Donc de toute manière, c'est un vrai sujet de politique publique si on veut en plus favoriser le vieillissement à domicile. La professionnalisation avec la création de diplômes, de cursus, ça peut participer de cette reconnaissance et de cette valorisation. C'est déjà le cas, j'ai envie de dire. C'est déjà, le secteur est très actif sur le sujet. Elles ont cette possibilité de se former. Encore faut-il avoir la possibilité de le faire, ou l'envie, ou la disponibilité de le faire. Mais aujourd'hui, il y a des relais qui se font. On a des intervenants du domicile qui demain vont passer des diplômes, vont plutôt se réorienter sur des métiers de la petite enfance, par exemple, ou sur d'autres métiers d'accompagnement. Elles ne vont pas forcément le faire tout au long de leur vie, mais c'est déjà des relais qui existent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail de promotion à faire, mais l'enjeu reste quand même l'accompagnement, parce que très souvent, elles aiment leur métier, elles vont le faire très très longtemps, et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elles ne se retrouvent pas dans un état de santé qui soit délétère. On le sait, en fait, de fait, le sujet de fond est là, donc comment on accompagne. Voilà. Après, il y a la question de l'aspiration. Moi, il se trouve que depuis 2 ans, 3 ans, je travaille sur un projet autour de l'enseignement professionnel, en suivant des jeunes dans l'Oise, et l'apprentissage d'ailleurs, et j'ai été stupéfait, et c'est pas, y compris en accompagnant les femmes du lien, quand je dis accompagner, en présentant ce livre dans des lycées, auprès de sections ASSP, aide-soins service à la personne, c'est assez stupéfiant. L'infime part de lycéens, lycéennes, qui aspirent à devenir auxiliaire de vie, voire aide-soignante. Surtout depuis Parcoursup, puisque Parcoursup donne la possibilité en fait de prétendre à intégrer des écoles d'infirmières où il n'y a plus de concours d'entrée aujourd'hui. La motivation première des jeunes, là je parle des jeunes générations, c'est la question salariale évidemment. Donc ça c'est vrai que c'est un frein. C'est un métier qu'on exerce assez tard. Hein. La moyenne d'âge des aides à domicile en France est de 46 ans de mémoire, donc à peu près l'aide de Séverine, au moment où je la rencontre, ce qui est quand même dans l'échelle à ça. Et c'est aussi souvent une seconde carrière, avec des typologies d'origine et de parcours qui vont un peu évoluer entre certains milieux ruraux, hein, comme dans la Vénois, où ce sont des filles du coin, pour paraphraser Yael Msalem Magui, hein, la sociologue qui avait écrit Les filles du coin. Donc des femmes blanches qui n'ont pas eu le capital ou la possibilité de faire des études supérieures et qui vont se tourner vers le marché local de l'emploi. Par exemple, Séverine est employée dans une grosse association à Fourmies qui est le 2e employeur de la ville derrière l'hôpital. Voilà. Et puis, à contrario, quand on va en Ile-de-France, dans les services d'aide à domicile, c'est ce que je disais tout à l'heure, 70% des femmes sont nées en Afrique subsaharienne ou dans le Maghreb. Donc, c'est plutôt des femmes issues de l'immigration, directement ou indirectement.
souvent avec un éloignement, comme vous le disiez, au niveau du logement. Donc on a là des typologies un petit peu différentes. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Mais ce que montre votre ouvrage, quand même, il y a une similitude auprès de toutes ces intervenantes, c'est que finalement, ça n'a jamais été le premier métier qu'elles souhaitaient, et finalement, elles y sont toutes attachées, que ce soit Marie-Basile, Séverine, enfin chacune des protagonistes, finalement, ce n'était pas l'aspiration première, c'était plutôt un choix secondaire, voire plus tard. Et finalement, elles sont heureuses aujourd'hui parce que c'est un métier qui fait sens. Et elles le disent. Séverine le dit très bien dans l'ouvrage. C'est ce que je raconte. Alors, on peut peut-être revenir sur la séquence de BD avec Marie-Basile au début, mais en fait, chaque récit, vous voyez, vous avez un portrait au début et vous avez un petit récit en BD. Donc ça, c'est pour Angélique, dont on va parler après, c'est promis, qui est assistante maternelle. Vous avez quelques pages de BD donc, en introduction qui correspond en fait à la biographie, enfin au parcours de vie, comme on dit en sociologie, des protagonistes. Donc chaque protagoniste, on a son parcours de vie du passé, d'où le mode de la BD avec les dessins de Thierry Chavant. Et là, qu'est-ce qu'on raconte, pour revenir en arrière, qu'est-ce qu'on raconte l'enfance de Marie-Basile qu'on voit en premier plan, là en train d'étendre du linge avec des personnes âgées. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi au village, au Cameroun, je m'occupais des anciens du village. Donc, ce qui raconte une forme de naturalisation des tâches et d'assignation sociale de genre, finalement, à ces métiers. Et que l'on soit originaire de Fourmi ou des environs de Yaoundé, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, je trouvais ça assez intéressant. C'était intéressant de le souligner. Peut-être de la petite enfant. C'est les mêmes logiques, les mêmes difficultés, ou c'est très différent? Alors, c'est un peu différent parce que les assistantes maternelles sont quasiment toutes, je dirais, sous le statut du particulier employeur. Hein, donc, ce qui peut aussi... Alors, mais par contre, la différence peut-être, c'est la relation aux employeurs, qui sont donc des parents, donc, par définition, qui n'ont pas le même âge, qui vont confier la prunelle de leurs yeux, c'est-à-dire leur bébé. Alors évidemment, on a beaucoup d'attachement pour ses parents quand on les confie, mais parfois tout dépend de l'état des parents, on va dire. Mais disons que dans le cas des assistantes maternelles, je crois que la relation aux usagers est un peu différente parce que déjà le contact, il est journalier directement, hein, puisqu'on a les parents qui viennent chercher, donc il y a ce temps d'échange. Y compris en milieu rural, on a des exigences des parents qui sont parfois extrêmement difficiles, qui correspondent aussi aux évolutions de la vie contemporaine telle qu'elle s'organise. Mais par exemple, Angélique, elle habite à Cartigny, un petit village qui est situé vers Avesnes-sur-Helpe, petit cours de géographie. Son mari est agriculteur, il est éleveur, ce qui lui fait dire d'ailleurs qu'on a le même métier, presque le même métier, parce que lui élève des vaches et moi j'élève des bébés. Bon, ça c'était pour la blague, mais disons qu'elle habite vraiment dans un corps de ferme éloigné. Donc ça a son importance parce que les parents prennent la voiture, parfois vont faire un certain nombre de kilomètres pour déposer leur enfant. Ce sont elles-mêmes souvent des femmes du lien, à leur façon, donc plutôt dans le secteur médical ou médico-social, qui vont travailler en structure. Donc pendant le Covid, on l'a un peu oublié, mais les assistantes maternelles n'ont pas eu de prime et elles ont souvent joué, et je parle des confinements, un rôle extrêmement important qui a été, alors pour le coup, complètement invisibilisé parce qu'on ne pensait pas spontanément aux assistantes maternelles. Hein, Angélique le dit dans le livre. Mais disons que oui, la différence, c'est qu'on confie des bébés qui, par essence aussi, les échanges ne vont pas être exactement les mêmes. Hein. Des nourrissons, par exemple, ne parlent pas, donc l'échange est plus sensoriel. Et puis, ça tourne. C'est un passage aussi. Et aussi, c'est vrai que parfois, il y a peut-être une moindre... J'ai eu le sentiment quand même d'une forme de moindre reconnaissance du métier. Voilà, on est là pour faire de la garde. Ça dépend des parents, évidemment, attention, oui. Je ne vais pas généraliser. Mais parfois, ça ne peut pas toujours très bien se passer. Il peut y avoir un côté un peu consumériste, on va dire, de certains employeurs. Il nous reste une petite minute, Léla, si vous voulez conclure. Alors, pas une conclusion. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question? Bien sûr. Jean Rousseau, sinon je vais être frustrée. Finalement, dans votre ouvrage, vous montrez quelque chose qui est assez révélateur. Ce sont principalement des femmes. Et vous dites à chaque fois qu'elles sont assignées depuis l'enfance, ont vraiment été dans la prise en charge pour la plupart d'entre elles. Demain, on sait que les besoins vont s'accroître. On parle du vieillissement à domicile.
comment on fait pour donner envie à ces messieurs finalement qui seraient bien légitimes, parce que c'est un métier quand même qui demande une certaine robustesse, comment on crée de l'attractivité auprès de ces hommes pour faire ce métier demain? Par exemple, dans ce livre, je sors du champ, mais j'ai voulu suivre aussi une éducatrice spécialisée, une éducatrice de rue, en prévention spécialisée à Saint-Denis, donc qui est une femme, Julie. Là, on parle d'une profession qui, il y a encore quelques décennies, était très majoritairement masculine. Il y a un homme dans la ville avec Jean Gabin, par exemple, qui joue le rôle d'un patriarche. Il est éducateur en milieu carcéral, par exemple, dans les années 70. C'était un métier d'homme. Aujourd'hui, c'est devenu un métier extrêmement féminisé. Mais voilà, il y a encore 30 ans, c'était un métier où vous perceviez à peu près l'équivalent de 2 SMIC. Aujourd'hui, vous percevez à peine plus d'un SMIC en début de carrière. Donc c'est un métier qui s'est dévalorisé, qui a été dévalorisé au niveau de sa rémunération. Donc c'est malheureux à dire, mais si on veut attirer beaucoup plus d'hommes, ça passera aussi par une revalorisation à la fois réelle dans les rémunérations, mais aussi symbolique dans la reconnaissance que la société donne en fait à ces professions. Je pense qu'on est obligé d'en passer par là. Et puis aussi, et ça c'est plus une question éducative, c'est la question de qu'est-ce qu'on valorise ou non comme métier et comment on éduque aussi nos enfants. Merci à tous les deux. Merci infiniment pour cette conversation autour donc des Femmes du lien, l'ouvrage de Vincent, voilà, dont on a vu les planches avec sa forme si originale. Merci à vous. On va passer au temps suivant, donc, qui est le débat à 4. Et Nora Béra, Florian Berco, Julie Deloum et Johan Lafort de venir s'installer sur le plateau et se battre pour le micro qui marche. Voilà. Non, on va y arriver. Merci beaucoup de vous installer. Je vais vous donner la parole à chacun à tour de rôle, puis après je pense qu'il y aura aussi une discussion entre vous. Je relancerai. Je voudrais commencer par vous, Madame la Ministre. Après peut-être vous présenter tous individuellement dans le détail. Nora Béra, donc vous êtes la politique du ministère, c'est-à-dire que vous avez vu les choses quand vous étiez secrétaire d'État chargé des aînés, donc 2009-2010, pour essayer de faire bouger les choses justement par le haut, par l'administration, par la loi. Vous avez été également députée européenne, donc peut-être vous pourrez nous dire ce que vous avez vu à cette dimension continentale, mais vous avez été aussi élu local à Lyon et à la région Rhône-Alpes. Donc vous avez fait tous les étages où on est au plus près de ces difficultés, mais aussi parfois au plus nécessaire pour faire bouger la loi. Vous avez fait des mesures concrètes et c'est par là que je commencerai pour vous interroger. Julie Deloum, vous êtes avocate depuis 2005. Vous êtes spécialisée en droit du travail, mais surtout vous présidez la Fédération des particuliers employeurs de France, la FEPEM. Donc c'est à ce titre-là surtout qu'on a envie de vous entendre. Depuis juillet 2004, vous êtes aussi sa porte-parole. C'est 3,3 millions de particuliers employeurs, de citoyens, pardon, qui sont employeurs, et c'est 1,2 million de salariés. Donc c'est un rapport étrange, c'est un secteur économique étrange où il y a plus d'employeurs que d'employés. Il n'y a pas beaucoup de secteurs économiques de ce type. Florian, vous êtes un autre politique. Vous êtes le maire de Laval depuis 2020, président de Laval Agglomération, ce qui a fait de vous d'ailleurs, je crois, le plus jeune maire de ville de cette taille et d'agglomération de cette taille. Vous avez écrit une note pour la Fondation Jean Jaurès où vous expliquez que le local doit être le laboratoire de la réconciliation nationale. Et vous vous interrogerez justement sur ce vecteur que peut être l'emploi à domicile, ce contact humain, la haute valeur ajoutée humaine pour la réconciliation nationale. Et puis Johan Lafort, vous êtes l'auteur du documentaire dont on a eu un extrait soirée, mais vous avez écrit aussi, composé beaucoup d'autres documentaires toujours attachés à l'humain, autour de l'adoption, autour de l'immigration, autour des retraités. Vous avez même suivi, je crois, un artiste près de Lille qui était une sorte d'ermite, mais aussi un artiste. Donc, je vous interrogerai à la fin, vous serez un peu notre témoin philosophe pour terminer, sur cette vision de l'humain qui a guidé toute votre œuvre de documentariste. Je commence avec vous, donc, Nora Béra. Quand vous avez créé le label Bien vieillir, vivre ensemble, vous étiez à ce moment-là secrétaire d'État chargé des aînés, quel était votre but ? Que cherchiez-vous à éveiller dans la société et que cherchiez-vous à mettre en pratique ?
Bonsoir à tous. Merci de l'invitation, chère Leïla et monsieur le directeur. En fait, ça s'inscrivait pas, c'était pas une démarche isolée. Ça s'inscrivait dans une approche globale qui était plutôt écosystémique en vérité. Parce que quand il y a eu la passation de pouvoir, je reçois évidemment les informations concernant le médico-social, les places d'EHPAD, les accueils de jour. Et je me suis interrogée, mais qu'est-ce qu'on fait finalement sur l'évolution de la démographie, sur le poids des personnes âgées dans les années qui viennent. Et partant de ce constat, je me suis dit, il faut que je lance absolument quelque chose. Et donc, d'abord, je me suis beaucoup entretenue avec des experts. Hein. Bruno Vellas en faisait partie, Alain Franco, que j'ai missionné ensuite sur le vivre chez soi. Donc, c'était une approche sociétale du vieillissement. Et dans ce cadre-là, je me suis interrogée sur la place de l'aîné dans la société. Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour prévenir? Parce qu'on parlait beaucoup de dépendance, mais personne parlait d'autonomie, en fait. Et donc, c'était un peu de transformer le paradigme en lutte contre la dépendance vers un paradigme qui consistait à promouvoir l'autonomie. Et donc, dans la promotion de l'autonomie, eh ben, ça se concrétisait par il fallait en passer par des actions précises. Donc, d'abord, faire de la veille sur qu'est-ce qui se passait en France pour favoriser la vie chez soi de chaque personne en avancée en âge. Je me suis intéressée à la fragilité aussi, parce qu'avant d'être dépendant, on est fragile. On ne s'occupait pas de fragilité, mais comment dépister finalement les risques pour essayer de travailler sur ces risques-là et d'éviter qu'ils ne deviennent finalement une source de dépendance. Et avec le rapport Vivre chez soi qui abordait une vision transversale de la société, qui allait des métiers, qui allait à l'intervention des nouvelles technologies, non pas pour remplacer les DUMED, mais en soutien. Qu'est-ce qu'on faisait aussi sur la modernisation des services à domicile? Qu'est-ce qu'on faisait aussi sur la discrimination? Qu'est-ce qu'on faisait? En fait, c'était une approche transversale. Et je me suis rendu compte effectivement que l'action locale, elle était déterminante. D'abord parce que la gouvernance, elle est extrêmement complexe sur la question de la dépendance et de la perte d'autonomie. Elle est extrêmement complexe parce que c'est l'État, c'est les départements, c'est les collectivités locales, ce sont les associations, ce sont les acteurs aussi privés. Il ne faut pas aussi oublier que beaucoup de sociétés s'emparent qui font du service à domicile, ils s'emparent aussi de ce sujet. Donc c'est très complexe en matière de gouvernance, c'est très complexe en matière aussi de financement. C'est un secteur extrêmement morcelé aussi. Et donc le point de départ, il est effectivement, et je rejoins le maire, monsieur le maire, c'est aussi le local. Que font les maires? Et j'ai fait énormément de terrain. Et puis j'ai mis cela en parallèle du programme de l'OMS. L'OMS lançait à l'échelle mondiale « Ville amie des aînés ». Et comment on traduisait, nous, en France, « Ville amie des aînés », mais il m'est apparu naturel de valoriser les initiatives dans les territoires. Et c'est pour cela que j'ai lancé un appel à projet, ça ne marche plus, je crois, si, un appel à projet sur les initiatives portées par les collectivités. Et c'est ainsi que nous avons valorisé les solutions en direction des personnes âgées et des personnes en perte d'autonomie, ce qui est dépendante, mais aussi en perte d'autonomie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ce programme visait évidemment à valoriser les mairies qui s'engageaient là-dedans, donc le label. Mais ce n'était pas juste une labellisation. Normalement, si j'avais pu poursuivre, c'était aussi de doter les collectivités d'outils d'analyse, d'outils de stratégie, comment finalement on concrétise une stratégie vertueuse et surtout comment on transforme cela en action concrète avec un suivi longitudinal, comme on dit en médecine, c'est-à-dire un suivi dans le temps pour s'assurer que les initiatives deviennent pérennes en fait. L'idée c'est d'avoir une sorte de grande boîte à outils où toutes les expériences locales pouvaient se retrouver, absolument, mais articulées. Il fallait les valoriser et donc j'en ai valorisé... Enfin, j'en ai labellisé quelques-unes de solutions qui sont venues au ministère, qui sont parties avec leur petit diplôme, mais voilà, il fallait aller au-delà de cela et pérenniser le dispositif. Et puis, il y a eu un remaniement.
Ouais, ça, c'est les vicissitudes de la vie politique. Mais est-ce qu'il y a des ruptures idéologiques sur ces sujets-là? Ou est-ce que finalement, même si on n'est pas d'accord sur les solutions ou les financements, il y a quand même une unanimité, un consensus de préoccupation? Alors, vous voulez que je parle après, ouais. Bon. La préoccupation, tout le monde est préoccupé, en fait. Ce qui m'interpelle, c'est l'engagement, c'est le portage, en fait. Moi, c'est un sujet que j'ai vécu dans mes tripes, en fait. Je l'ai porté avec beaucoup de conviction. D'abord parce que vous avez oublié un pan de mon profil, c'est que j'étais aidante. Vous avez créé la Journée nationale des aidants, d'ailleurs. En tant qu'aidante d'une personne en perte d'autonomie, dépendante, j'étais particulièrement sensibilisée à la question. Et puis, je suis aussi aidante d'une personne handicapée. Donc, vous savez, quand vous avez la réalité qui est dans votre vie et que vous avez cette possibilité qui vous est offerte de faire quelque chose, vous ne le faites pas semblant. Enfin, vous essayez de porter des choses utiles, en fait, à la société. Donc, je ne me rappelle pas de la question, je fais une digression, mais est-ce qu'il y a une continuité? Malheureusement, oui, tout le monde est préoccupé, mais je constate que les programmes politiques qui sont initiés ne sont pas forcément portés ensuite par les successeurs. Et c'est ça qui m'a le plus déçue dans l'action politique au niveau national et gouvernemental, parce que quand je lance le programme Vivre chez soi, où on aborde 3 axes stratégiques: le cadre de vie, les nouvelles technologies, les métiers, la modernisation des services à domicile. Donc c'est le logement, l'adaptation des logements, de l'espace privé, les espaces communs, partagés, et l'espace public. Donc c'était un continuum d'action qu'il fallait porter dans une logique finalement naturelle. Quand on parle de transport, d'urbanisation, comment on conçoit la ville de demain, en fait, quel est l'écosystème local engagé par les collectivités qui permettent à la personne âgée de rester chez elle? Parce que je préfère parler de rester chez soi, de vivre chez soi, que de maintenir. Parce que derrière le mot maintien, il y a une sorte de coercition. Idéologiquement, il y a le côté contention. On maintient. Non, on offre la possibilité à une personne vieillissante de rester chez elle, tout simplement. Donc, après ce débat et la mission qui a été pilotée par professeur Franco, j'espérais que les 18 propositions allaient se traduire en action. Et qu'est-ce qu'on fait? On recommence le débat. Oui. Et on recommence le débat. Et on recommence un rapport. Et on refait un rapport. Alors, quand j'ai vu la loi Bien vieillir de 2024, je regarde la loi et en fait, on a inscrit dans la loi ce qui était en 15 ans avant, 2010, presque. déjà des préconisations. Et qu'a-t-on attendu là entre 2010 et 2024? En fait, on croit qu'on réinvente quelque chose, mais en fait, tout se sait en vérité. On sait tout. C'est pas la peine de recommencer les débats, de recommencer les consultations. Les acteurs se sont exprimés 1001 fois sur le sujet. On sait ce qu'il faut faire. D'ailleurs, si on n'avance pas, c'est que on pose le doigt sur quelque chose de crucial, c'est le financement. Bien sûr. Julie, on a vu là un aspect du modèle français. Quelles sont, vues de votre côté à vous, de votre poste, les vertus et les vices de ce modèle français? Peut-être déjà un constat sur la situation qui est celle aujourd'hui en France et peut-être les freins qui sont aujourd'hui encore constatés malheureusement. Peut-être des freins qui sont systémiques et qui sont malheureusement encore aujourd'hui constatés en France, mais à l'étranger, lorsque nous avons peut-être des leviers et lever des freins qui ne sont pas encore levés à l'extérieur. Peut-être qu'un des plus grands problèmes, une des plus grosses problématiques chez nous, alors Serge m'a dit, on va peut-être rappeler ce dont on parle, et ce pourquoi la Fédération des particuliers employeurs est ici aujourd'hui, parce qu'on a parlé beaucoup d'accompagnement. Attention, nous, on est vraiment sur de l'emploi direct. Et c'est vrai qu'on entend, on a vu des structures, c'est absolument nécessaire, on est très complémentaires, mais nous, on est sur de l'emploi direct, donc c'est vraiment des particuliers employeurs qui vont employer directement des salariés, éventuellement par des structures mandataires. Peut-être que ce qui va nous différencier, ce qui sera plus lisible, c'est est-ce qu'on est sur du modèle marchand ou du modèle non marchand. Nous ne sommes pas des professionnels, et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Lorsque l'on a dit ça, la problématique est qu'en réalité, vous avez un particulier employeur peut-être dans chaque territoire et dans chaque village de France,
de même que vous avez un salarié dans chaque village de France. Et ce sont en fait des personnes qui sont tout à fait autonomes et qui aujourd'hui sont confrontées à cette problématique d'isolement. Et c'est peut-être pour ça aussi, décidément, c'est pas le bon micro non plus. C'est pas le jaune? Allez-y, continuez, posez-vous. Oui, On peut en prendre deux, voilà. peut-être, On va en même prendre temps. celui-là, je crois que c'était celui-là qui fonctionnait mieux. Et c'est vrai qu'on a du coup cette structuration qui rend très complexe aujourd'hui l'identification et la visibilité de notre secteur. Alors, la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs, œuvre depuis maintenant 70 ans pour structurer le secteur. Plusieurs étapes ont été franchies. On est passé par la professionnalisation, la prévoyance, l'indemnité de départ à l'avant, volontaire à la retraite. Aujourd'hui, on est sur la santé au travail. Ça avance. Ça avance. On a même cru qu'on avait fait un bond considérable avec le Covid. Vous en parliez tout à l'heure lors de la projection. Oui, mais bon, finalement, la prime Ségur, nous n'y sommes toujours pas. Un décret est paru cet été sur un accompagnement à la mobilité. Les salariés de notre secteur n'y sont toujours pas. Donc, manifestement, il y a toujours cette forme d'invisibilité. Avec derrière, et vous le releviez, une dichotomie qui est quand même assez centrale, puisque ceux qui vivent l'emploi direct, donc que ce soit les particuliers employeurs et les salariés, savent de quoi il s'agit. Ils savent quelle est l'utilité sociale. Ils savent qu'en réalité, si vous touchez le jour où le salarié quitte son emploi, eh bien, c'est tout un équilibre de vie pour le particulier employeur qui est fragilisé, parfois très gravement, pour le particulier mais employeur, mais aussi parfois même pour ses proches, puisqu'on parle aussi beaucoup d'aidants. Donc, vous avez cette notion et cette reconnaissance de l'utilité sociale, et à côté de ça, c'est un secteur qui demeure invisible. Alors, j'entends, et heureusement que vous êtes là aujourd'hui, mais manifestement, ce n'est pas cette reconnaissance qui est partagée par l'entièreté des pouvoirs publics. Et là, très clairement aujourd'hui, s'il n'y a pas de volonté politique de faire avancer notre secteur, on a beau agir, et nous agissons au quotidien sur les territoires, on est des délégations, on est plus de 100 bénévoles et bien d'autres à côté, mais seul on ne peut pas tout faire, et c'est ça qui est absolument désastreux aujourd'hui et extrêmement néfaste. On vient de faire une enquête avec l'IFOP. Aujourd'hui, vous avez un maire sur deux qui reconnaît connaître un peu notre secteur. C'est assez dramatique. Et vous avez un citoyen sur deux qui dit connaître le secteur aussi. Ce n'est juste pas normal lorsque l'on sait qu'effectivement, nous sommes 3,4 millions de particuliers employeurs qui emploient 1,2 million de salariés. Comment on peut changer cela? Quelles réformes faudrait-il préconiser pour que tous les élus locaux s'emparent du sujet et que derrière cela, tous les citoyens n'attendent pas d'avoir un cas dans leur entourage pour s'en préoccuper? Alors oui, il faut qu'on y réfléchisse parce que, et vous l'avez dit tout à l'heure, les problématiques, elles sont déjà actuelles, elles ne vont aller qu'en décuplant. On sait, on a le mur démographique qui nous attend. D'ici 2035, ce sont 600 000 postes qui doivent être pourvus. C'est absolument monstrueux. Donc aujourd'hui, on s'y consacre, vous le dites, hein, il y a des constats qui sont partagés. Alors on le dit, il faut valoriser, il faut reconnaître les métiers, ce qui semble quand même une aberration parce que quand on connaît toute la cohésion sociale et intergénérationnelle que cela permet, c'est encore malheureux qu'on soit obligé de se poser la question. Alors, moi, je parlerais peut-être plutôt de donner envie. Aujourd'hui, très basiquement, il suffit qu'on donne envie, et je ne vois pas comment, encore une fois, si on a une vraie volonté politique derrière et un vrai accompagnement, au-delà même du financement, j'ai envie de vous dire, déjà, si on communiquait mieux sur l'image de ces métiers-là, donner envie aux jeunes, ça semble tout à fait évident. Ce que cherchent aujourd'hui des générations qui rentrent sur le marché de l'emploi, c'est avoir un métier qui a du sens. On ne peut pas trouver mieux. Là, qu'il y a une certaine forme d'indépendance, c'est-à-dire pas la vie de bureau, pas les patrons, etc. Indépendance, une autonomie. Je ne vois pas comment vous pouvez avoir plus de liberté que dans notre métier, avec encore une fois ce sens. Et puis, alors par contre, peut-être que là où nous, on peut être très contributeurs, mais il faut aussi que les pouvoirs publics et les pouvoirs politiques aillent voir les acteurs de terrain. Ce que nous sommes, c'est nous sommes porteurs de solutions avec des grandes ambitions. Alors aujourd'hui, on n'a pas tous les mêmes préconisations, mais la FEPEM en a, et la FEPEM a des solutions très pragmatiques qui peuvent être mises en œuvre. On parle de professionnaliser et de sécuriser les parcours. Aujourd'hui, il faut qu'on rassure, mais en apportant aussi des preuves. On sait qu'on a ce besoin de faire venir à nous du monde. Donc, on est en train de tout mettre à plat. On sait qu'il faut qu'on commence à réfléchir un peu différemment.
peut-être plus parler de logique d'emploi, mais de logique RH, qu'on mette en place des référentiels avec des compétences et des connaissances qui soient partagées. Encore une fois, vous avez des acteurs et des gens qui connaissent la réalité. On a en face de nous des particuliers employeurs qui ont besoin de sécurité, d'être rassurés sur la qualité de service. Mettons-nous autour de la table et faisons ce travail, mais en prenant le temps, encore une fois, avec ceux qui savent, pour pouvoir, avoir des bases qui soient rassurantes, et puis parallèlement, on continue d'améliorer la qualité de vie, parce que vous le pointiez du doigt, on le voyait, il y a des choses encore qui doivent être faites. Les valorisations salariales, on continue de le faire. Encore une fois, on ne peut pas tout porter seul. Nous sommes face à des particuliers employeurs, avec des personnes qui sont parfois dans des situations financières qui sont très délicates. Les pouvoirs publics peuvent s'emparer. On peut, nous, œuvrer sur améliorer pour pouvoir les conditions de travail, pour qu'il y ait un peu moins d'isolement. Et puis, on va continuer à travailler sur, vous parliez tout à l'heure du fait que le métier était les métiers peuvent être extrêmement accidentogènes. Oui, on a des métiers qui sont difficiles. On a mis en place le service de santé au travail qui a commencé cette année. On va travailler sur la prévention collective et individuelle. Ce sont des choses qu'il faut qu'on poursuive. Et puis après, qu'on puisse travailler de façon plus longue, je pense, sur peut-être une refonte de nos métiers et de la façon de les voir, en se disant qu'en fait, parfois, il faut l'accepter. Nos métiers sont aussi qu'un passage vers d'autres activités, et ça, il faut qu'on puisse le permettre. Un métier de transition, oui, ça pourrait être attractif pour les jeunes. Dire, vous n'allez pas faire ça toute votre vie, ça va donner du sens à un engagement de jeunesse, et après, il y aura autre chose. En tout cas, c'est une orientation qu'il faut qu'on prenne aujourd'hui. Monsieur le disait, nous sommes des métiers, ce sont des métiers dans lesquels les gens arrivent souvent en deuxième partie de carrière. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce fort départ à la retraite. On a quasiment un salarié sur 2, si on grossit les traits, qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Il faut qu'on aille chercher ces jeunes, il faut qu'on apprenne à leur parler, qu'on apprenne à leur parler de la réalité des métiers qui sont les nôtres. Les jeunes, vous ne les ferez pas venir en leur disant vous aurez ce métier, puis vous allez vivre toute votre vie sur ce métier-là. Donc il faut aussi qu'on se remette un peu en question, et ça c'est un travail qu'on commence à mener aussi de notre côté, en se disant voilà, vous allez rentrer, on va reconnaître vos compétences, et puis on va mettre en place des passerelles pour que vous puissiez aller vers d'autres métiers. Il faut aussi maintenant qu'on s'oriente vers les métiers du soin, avec des passerelles qui n'existent pas encore de façon tout à fait facilitée. Et là-dessus, il faut qu'on y aille. Et puis enfin, il faut qu'on déploie des stratégies territoriales. Très clairement, sans les acteurs des territoires, et je me tourne vers vous, monsieur le maire, nous n'y arriverons pas seuls, parce que ce ne sont qu'avec les acteurs de terrain, que ce soit les acteurs élus, mais aussi les acteurs médico-sociaux ou les acteurs de l'emploi, où on arrivera à mettre en place des expérimentations, parce que c'est comme ça que ça va débuter dans un premier temps, qu'on pourra après dupliquer sur l'entièreté du territoire, parce que les problématiques, elles sont partout. Elles sont très différentes si vous êtes sur une zone comme l'Île-de-France ou sur des territoires ruraux, mais ces problématiques-là se rencontrent sur tout le territoire. Donc il faut aussi qu'on apprenne à les prendre en considération en fonction des acteurs. Ben justement, on va donner la parole à monsieur le maire. Je vais vous interroger sur la vertu démocratique de ce lien social, de ce laboratoire local, mais d'abord peut-être cette réponse à la nécessité d'avoir une stratégie territoriale pour éviter peut-être de d'émietter les efforts. On vit de toute façon une crise de l'altérité. On se rencontre, même nous maires, on est acteurs de la fraternité finalement, tout comme les employés à domicile. Une crise de l'altérité où le citoyen a peur de son voisin, a peur du dernier arrivé et se barricade et demande d'être protégé en permanence. Et donc effectivement, il y a un contre-récit à développer, celui de la fraternité, celui de l'amour de l'autre. Et je crois que le métier d'aide à domicile, de soins à domicile, de maintien à domicile, même si la terminologie n'est pas la bonne, fait partie de la réponse. Mais on a déjà des structures, hein. Les maires portent des centres communaux d'action sociaux très importants. Nous, c'est 15,5 millions d'euros de budget pour une ville de 50 000 habitants. Et on a plusieurs centaines d'infirmiers à domicile, d'auxiliaires de vie qui vont à domicile. Et donc moi j'ai eu la chance de faire des tournées avec effectivement ces femmes du lien, et c'est juste extraordinaire. On sort de là, on se dit mais oui, il faut tout leur donner. Donc on pousse les curseurs de primes d'itinérance. Je pense qu'au-delà de parler des grandes valeurs de solidarité, de fraternité, d'humanité, ce qu'ils demandent c'est quand même de la reconnaissance salariale. Et si on veut attirer, il ne faut pas se mentir, il faut bien rémunérer et bien payer. Et donc ça nécessite de pousser les curseurs, d'inverser la valeur. Et je crois que la crise du Covid finalement à révéler ces essentiels, mais surtout à révéler peut-être la fin d'un déni. C'est qu'on n'est pas dans cette société prométhéenne, de la surpuissance, de l'individualisme surpuissant.
il y a des vulnérabilités, très fortes. À Laval, par exemple, sur une ville de 50 000 habitants, j'ai finalement 45% des personnes qui vivent à Laval qui sont seules. Solitude. J'ai 6% des retraités qui sont pauvres. Comment ils se payent peut-être des services à domicile? Des vraies questions qui se posent. J'ai 180 enfants dont les 2 parents ne travaillent pas. Comment on garde ces enfants-là et à quel prix? Donc on voit bien qu'il y a un système de solidarité, de financement qui semble essentiel à mettre en place, pour sûr. Après, la question, c'est toujours le financement. Moi, je pense que plus que jamais, c'est à l'échelle locale qu'on peut être des véritables laboratoires d'expérimentation. Et effectivement, moi, dans la note sur la Fondation Jean Jaurès, j'ai un peu théorisé l'action publique en 3 niveaux. On parle de la démocratie nationale et elle est gravement malade, il faut dire ce qui est. Le roi est nu, l'État est nu, et je me pose la question, est-ce que l'État a encore les moyens de sa centralisation? On n'a jamais manqué autant de policiers, on n'a jamais autant manqué de soignants, on n'a jamais autant manqué d'instituteurs et d'enseignants dans les salles de classe. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il faut compter. Il y a 2 autres piliers qui me semblent essentiels, la démocratie sociale, celle que vous représentez, les corporations, les fédérations, les syndicats, les organisations professionnelles. Et c'est important d'avoir ce débat-là entre nous. Et je pense la sphère locale qui a encore un pouvoir d'agir, encore des modes de financement. Et je pense qu'en travaillant un dialogue entre territoires effectivement, et partenaires sociaux, on peut inventer des solutions. Il y a des exemples très concrets de choses formidables où on inverse la valeur. On a monté une expérimentation dans le cadre de Territoire zéro chômeur longue durée. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite utopie humaine, moi qui me galvanise chaque jour où je me lève et que je les rencontre. C'est de se dire, finalement, personne n'est inemployable. Donc on va aller chercher des chômeurs de très très longue durée. Ce n'est pas les emplois qui manquent. On va leur dire, vous qui êtes très éloigné de l'emploi, qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez cuisiner, vous avez peut-être labourer la terre, vous savez coudre. Et on va vous employer, on va vous CDIser, on va créer une entreprise dont le but, c'est de créer des emplois. C'est ce qu'on a fait à Laval. On a plus de 50 personnes maintenant employées dans une entreprise à but d'emploi. Et le co-bénéfice sociétal, c'est pour ça que c'est là j'en viens, sur le modèle économique nouveau, il est énorme, puisque la personne qui est employée en CDI est donc sécurisée dans son parcours d'emploi. Elle a retrouvé un logement, elle a retrouvé un conjoint, une conjointe, elle a retrouvé le goût des autres, elle a retrouvé l'envie de vivre ensemble. Et donc, c'est un co-bénéfice important. Et je pense qu'on peut calquer ce modèle-là sur les métiers du lien, de soins à domicile, d'aide à domicile, et comment on valorise finalement ces externalités positives que peuvent apporter ces métiers-là et que s'ils n'existaient pas, coûteraient beaucoup plus cher à la société. C'est-à-dire et là, il faut convaincre Bercy. Votre ville constituerait des espèces de plateformes de services où vous auriez embauché des gens pour leurs compétences qui seraient redistribuées auprès des particuliers demandeurs? Je pense qu'il y a des passerelles à faire entre effectivement ces personnes très éloignées de l'emploi et les remettre petit à petit dans un parcours de réussite professionnelle à travers les entreprises à but d'emploi, aujourd'hui qui sont très centrées sur d'autres métiers, mais moins les métiers du lien et d'aide à domicile. Il y a peut-être des passerelles à faire et je pense là aussi des expérimentations à porter collectivement. Moi, je suis prêt à le faire. On est Ville à Vie Amis des aînés, on a une plateforme Aidant Aider, enfin on fait énormément de choses. Par contre, ce qui est très dur en politique, c'est la sclérose, c'est de se dire qu'il y a de nouveaux services publics qui sont nécessaires à développer. Et donc pour ça, ça veut dire abandonner peut-être d'autres services publics. On n'a pas parlé beaucoup de la parentalité. On est face à des nouveaux parents. Non pas parce qu'ils sont démissionnaires, c'est qu'aujourd'hui les 2 parents bossent. Et quand vous bossez dans des métiers précaires, c'est quand même très compliqué d'exercer votre fonction de parent. Donc il y a un enjeu quand même de développer une vraie politique parentale. Mais là, on se heurte à comment on le fait. Quand on est maire, moi je le dis souvent, la ville, c'est 20% d'espace public, 80% d'espace privé. C'est dans les domiciles, c'est chez nous toutes et tous. Les 20% d'espace public, on a compris qu'il fallait les chérir, on refait des places, on refait des aires de jeu, on les améliore et on les prépare aux grands défis climatiques. Par contre, les espaces privés, comment on rentre à domicile? Comment on développe des politiques publiques qui touchent à l'intime et à la... Vous ne pouvez pas être parent à la place des parents. Non, mais on peut quand même développer des services en lien, en partenariat avec des professionnels, en partenariat avec des associations, en partenariat avec beaucoup de monde. Je pense qu'on peut créer des nouveaux services publics pour accompagner ces parents-là, qui me semble essentiel d'aider, de pouvoir rentrer à domicile. Je trouve ça formidable. Donc nous, on a par exemple des maisons d'assistance maternelle, on forme les professionnels de la petite enfance. On a fait encore vendredi soir dernier une conférence sur les écrans.
en disant évidemment tous les risques qu'il y a aux écrans, mais aussi les solutions et l'ordonnance qu'on doit prescrire sur les écrans. Et je pense que ces professionnels, que sont les PMI, que sont les assistantes maternelles, sont des prescripteurs à la fois de santé publique, de cohésion publique, mais aussi de messages importants de fraternité. Faut-il transférer du département aux agglomérations et aux communes? Je pense notamment à l'APA, mais peut-être une autre série aussi de fonctions sociales dévolues au département. Oui, alors moi je ne sais pas. Je pense qu'on est face à un magma. C'est pas la panacée, mais il faut des règles claires. Il est vrai qu'il faut un pilote, un responsable et un financeur. On en a ras-le-bol de devoir dépendre d'un bout de l'État sur le Ségur qui a été saucissonné. La frustration du Ségur, c'est qu'on l'État n'avait pas les moyens de financer. Et donc on a commencé par ceux qui étaient dans les EHPAD, et puis après on l'a retransmis au fur et à mesure aux autres. Et pour les derniers, il n'y a plus d'argent. Donc je pense que c'est très mauvaise politique publique de promettre et de créer des inéquités pour les mêmes métiers. Donc quand vous étiez aide à domicile, en structure collective ou aide à domicile, vous n'aviez pas les mêmes types d'aide et de rémunération. C'est catastrophique. Et sur le financement, j'en reviens à ce que dit Madame la Ministre, c'est qu'il faut un modèle où on finance notre système de protection sociale, notre système de sécurité sociale, notre contrat social. Quand je vois que dans le projet de loi de finances, on a voulu revenir sur ce crédit d'impôt pour soutenir les aides à domicile, je me dis, mais oui, il est vrai qu'on peut peut-être se dire qu'il y a des aides de confort contre des aides vraiment plus essentielles. Ça peut être un débat. Mais est-ce que la priorité est là? La priorité, c'est que tout le monde paye des impôts. Aujourd'hui, beaucoup de métiers, beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises échappent à la TVA qui finance aujourd'hui une bonne partie de notre système de redistribution. Donc, allons chercher la TVA là où elle est. Beaucoup de services numériques échappent à l'impôt. Allons chercher les services numériques et qui payent leurs impôts pour pouvoir redistribuer et financer ces métiers du lien qui sont essentiels. Et ça passera par la revalorisation salariale. Parce qu'aujourd'hui, les modèles économiques chez nous, dans les collectivités, sont déficitaires. Enfin, moi, mon EHPAD, pour une structure collective, il est déficitaire de 500 000 € cette année. Enfin, donc, c'est un impôt local qui vient payer un service de soins qui était pourtant un système régalien. Donc, ça pose énormément de questions sur lesquelles, effectivement, le dialogue me semble essentiel. Je vous remercie de l'invitation, parce que d'avoir des maires qui puissent parler de leur frustration quant à l'action, parce qu'on veut faire, mais parfois il y a la norme qui vous l'interdit, il y a le financement qui vous l'interdit, parfois il y a une autre strate territoriale qui vous l'interdit, puisque vous n'êtes pas au cœur de la compétence. Et aujourd'hui, oui, effectivement, c'est compliqué, puisque la compétence c'est côté santé et côté département, en tout cas pour ce qui est de la dépendance. Avant de donner la parole à Johan, peut-être une réaction de chacune d'entre vous, notamment sur le crédit d'impôt, sur ce débat autour du crédit d'impôt qu'on a appelé niche fiscale et qui est venu menacer ces derniers mois ce type d'emploi. Vous me titillez avec la notion de niche fiscale. Voilà. Déjà, première étape numéro 1, ce n'est pas une niche fiscale. Voilà. Nous ne sommes pas des employeurs professionnels, donc c'est juste pour rétablir une équité. Un professionnel, lui, peut déduire le coût de l'emploi. Le particulier employeur ne le peut pas. L'objectif, au moment où justement le crédit d'impôt a été mis en place, c'était de se dire il faut que tout à chacun puisse être accompagné à son domicile ou pour ses besoins de vie, quelle que soit sa situation, qu'on fasse sortir des personnes qui travaillaient déjà dans le secteur du travail dissimulé et puis accessoirement de leur permettre le plein emploi. Je pense que les 3 critères, et en tout cas ces 3 objectifs, nous y sommes toujours. Et les problématiques ne vont encore une fois qu'aller en se décuplant. Donc nous, ce qu'on venait dire, c'était attention, en réalité, si vous venez toucher au crédit d'impôt, qui est un crédit d'impôt qui fonctionne, c'est tout un écosystème que vous allez fragiliser. Et derrière, très sincèrement, ce sont des personnes qui ne pourront plus être accompagnées. Et ces personnes-là, ce sont souvent les plus fragiles. Alors, il nous avait été dit, dans un premier temps, on a eu un petit doute sur les personnes en situation de handicap. Mais bon, Madame la Ministre a fait le nécessaire pour établir le tir. Donc, bien évidemment, la garde d'enfants n'était pas visée, l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie non plus. La difficulté est que vous sortiez de ce pan et vous mettiez en réalité en difficulté tout ce qui est les employés familiaux, grossièrement, on peut dire femmes de ménage, sauf qu'en fait, c'est un fourre-tout.
cette notion-là. Et en réalité, et le travail qu'a pu mener l'IRSEM avec la Fondation Jean Jaurès est absolument exceptionnel, parce que ce qu'on comprend bien, c'est que ces employés familiaux arrivent chez vous au départ pour faire peut-être 2 heures de ménage, sauf qu'en fait, ils vont vous accompagner, parce qu'il y a un tel lien de confiance, il y a un tel lien humain, qu'ils vont vous accompagner quasiment pendant toute votre vie. Vous le connaissez, vous allez commencer à lui donner votre carte bleue, et puis il va aller faire les courses, et puis en fait, à la fin, ça va être de la prévention de perte d'autonomie, puis de l'assistant de vie, mais vous le déclarez toujours comme employé familial. Et si vous ne permettez plus à ces gens-là de pouvoir avoir quelqu'un chez lui, je ne vous parle même pas du jardinier, parce que nous, on est en région parisienne, on n'a pas du tout cette notion-là, mais moi, je le voyais bien avec ma grand-mère. S'il n'y avait pas eu quelqu'un pour faire son jardin en Bretagne, elle n'aurait jamais pu finir ses jours dans sa maison. Donc, il y a tous ces emplois-là qu'on peut considérer parfois un peu naïvement, je vais juste garder ce terme-là, comme des métiers de confort qui sont en fait absolument essentiels dans notre société. La question, c'est plus quelle société on souhaite. Et après, ce qu'on venait dire, c'est lorsque l'État verse 1 euro justement au titre de crédit d'impôt, c'est 80 centimes qui lui reviennent. Alors, certes, il reste 20%, enfin 20 centimes, mais bon, encore une fois, quelle société voulons-nous? Parce que dans ces 80 centimes qui lui reviennent, 80% de ce qu'il va avoir à dépenser, eh bien, ce sont des cotisations sociales qu'il va pouvoir toucher. C'est éventuellement et souvent des charges de chômage qu'il n'aura pas à verser, et puis du travail supplémentaire, complémentaire que vont pouvoir réaliser ceux qui, enfin, pourront accéder à un accompagnement à leur domicile. Juste pour y revenir, et là, ça va être la petite touche personnelle, on disait que éventuellement toucher au crédit d'impôt venait fragiliser les plus fragiles. On parlait des personnes en perte d'autonomie, et très honnêtement, ce seront les femmes qui seront touchées. Parce que tous les métiers dont on parle, ce sont souvent des femmes qui emploient des femmes, et il est évident que la charge supplémentaire pèsera sur les femmes, et ça, c'est tout à fait inadmissible. Je ne vous ai même pas parlé, je m'en excuse, et c'est pourtant essentiel, des salariés qui retomberaient dans du travail Exactement, dissimulé. c'est ce que j'allais dire. Le travail au noir, vous le sentez comme une menace? Ah, c'est déjà une concurrence. Ce sera la ça... première solution qui sera la plus mauvaise, mais ce sera celle-là vers laquelle on va se diriger. Et on a pu être interrogé par les services de Bercy qui envisageaient plusieurs solutions, à savoir un plafonnement en se disant, bah voilà, selon les activités, on va plafonner. Très clairement, ce qui va se passer, c'est que les particuliers employeurs ou toutes les personnes qui auront affaire à ces métiers-là vont déclarer jusqu'à atteindre le plafond, et après, on va rebasculer sur du travail dissimulé. Donc, encore une fois, on peut travailler, je pense, sur des activités qui sont de confort. On est pointé du doigt sur les activités de coaching, de dog-sitter. Oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. En revanche, venir toucher au crédit d'impôt sur les emplois du domicile, ce serait dramatique pour tout le monde. Nora Berra, sur l'aspect peut-être fiscal, mais aussi de décentralisation, sur le bon échelon, cette idée qu'il y a plusieurs décideurs, plusieurs payeurs, et que ça nuit à la modernisation de ce secteur. Totalement. Je crois que c'est le point de faiblesse du système. En introduction tout à l'heure, je parlais d'un secteur extrêmement morcelé, mais la gouvernance aussi sur la question du financement, elle est totalement morcelée. Je me souviens, chaque année, il y avait une audition parlementaire sur la fameuse journée de solidarité. Oui. Chaque année, les parlementaires nous demandaient de venir répondre à la question « Où va l'argent ?» C'était 2 milliards d'euros pour la journée de solidarité. Où va l'argent? Mais à chaque fois, il fallait qu'on réexplique qu'une partie allait au handicap et une partie allait aux personnes âgées. Et ça abondait effectivement le budget des départements pour payer l'APA. Donc, en fait, qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle le manque de lisibilité, en fait, le manque de transparence. L'inclusion, c'est pas qui paye quoi, finalement. Donc, un jour, c'est la journée de solidarité. Un autre jour, on met la CASA, qui est... une taxation sur les retraites pour payer le service à domicile. Là, on met une taxe sur les conventions sur les conventions assurantielles. Donc, à chaque fois, on invente une rustine pour venir essayer de boucher un trou pour donner un peu plus au secteur qui est en difficulté extrême financièrement. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'on s'interroge sur, en effet, on a mis en place la 5e branche de la sécurité sociale, mais on n'a pas trouvé son financement, si ce n'est rapporter la CNSA au sein de la CNAM, qui est juste de la tuyauterie, mais le financement et finalement la ressource, où est-ce qu'elle est? Elle est où l'assiette? Où est-ce qu'on va chercher la nouvelle ressource? On a picoré. Parce qu'on a fait toutes les poches. Parce que les besoins, on les connaît, c'est 10 milliards d'euros par an de plus, en tout cas pour la question de la perte d'autonomie et de la dépendance. Rien que pour ça. Donc je ne parle pas des autres secteurs comme la petite
France ou quoi. Rien que ce secteur-là, c'est 10 milliards d'euros dont on a besoin. Donc c'est pas en réarchitecturant les choses qu'on est au grand soir, en fait. Non. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas demander comment on va financer, pour de la lisibilité, de la transparence, on sait les cotisations sociales payent le budget de l'assurance maladie. On sait comment on paye nos retraites, on sait comment on paye le soin, mais on ne sait pas comment on paye la dépendance aujourd'hui. Même si, là, on expérimente sur, et je rebondis sur votre propos de tout à l'heure, on expérimente la fusion du budget soins et dépendance dans les EHPAD. Donc on fusionne les deux pour essayer de voir si ça marche mieux. Tout ça pour chercher un peu plus d'efficience, finalement. Parce que la question, c'est, à force de morceler, en fait, on perd en efficience. On est moins efficace. Et est-ce que, finalement, à coût constant, on pourrait faire mieux, justement, en évitant les dépenses inutiles et en améliorant l'organisation, finalement, l'organisation l'ingénierie, en fait, financière. Alors, Johan, justement, on va terminer avec vous, parce que vous nous avez montré à travers Essentiel, dont on a vu l'extrait, toute la richesse humaine, toute la valeur humaine, justement, de ces métiers. Qu'avez-vous cherché à montrer à travers ce documentaire? Qu'alliez-vous chercher en allant à la rencontre de ces employés à domicile? Bonsoir. Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Hein. Je crois qu'il y a vraiment Alors moi, c'est un secteur que je ne connaissais pas forcément au départ. Donc on a eu un échange comme ça avec l'IRSEM, donc qui m'ont fait confiance, hein, le directeur général et puis Laila Eicher. Et c'est très technique, hein, et donc voilà, on a eu une discussion comme ça. Puis ensuite, moi, je me suis plongé un petit peu dans la réalité de ces métiers. Donc j'ai rencontré ces dames, cet homme qu'on voit dans le film, là. Et puis, ce qui a été un petit peu plus compliqué, effectivement, c'est de pouvoir se rapprocher aussi des employeurs. Parce qu'il y avait j'avais beaucoup de dames qui me disaient, écoutez, il n'y a aucun souci, moi je travaille depuis tant d'années chez telle et telle personne, et comme vous le disiez, effectivement, il y a la sphère privée, il y a aussi il y a la sphère publique, et dans la sphère privée, il fallait trouver les clés pour pouvoir y rentrer. Ça, c'était déjà un petit peu plus compliqué, mais voilà, donc du coup, ça a pris un petit peu de temps, et voilà, l'idée, c'était effectivement, c'est comme ça qu'on a pu vraiment se rendre compte un peu de ce qui se tramait, de la relation vraiment très très forte, comme ça, entre ces particuliers employeurs et puis les personnes qui y travaillaient. Et moi, j'ai vraiment été étonné. Hein. Tout à l'heure, vous en parliez, effectivement, je pense qu'il y a, effectivement, dans le métier de ces personnes, il y a une vraie technicité, et puis il y a des choses qui bougent au fil des ans. C'est-à-dire quand on commence comme ça à accompagner des personnes depuis ses 18 ans et qu'on est encore là auprès d'elles quasiment 38 ans après, hein, c'est le cas d'une dame dans le film qu'on n'a pas vu, qui s'appelle Pamela. Voilà, forcément, effectivement, donc au départ, il y a plein de choses qui évoluent dans le métier. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une vraie... On en parlait aussi tout à l'heure avec... Vincent Gerousseau en parlait. Il y a une sorte d'intelligence de la main, d'intelligence du corps, d'intelligence un petit peu comme ça, de l'affectivité, quelque chose comme ça qui est un peu difficile à mesurer, mais qui m'a vraiment surpris dans ce qui se passait comme ça. Et je pense que j'avais vraiment envie d'essayer de montrer ça au travers de ce documentaire. Il y a cette reconnaissance très forte de la personne aidée envers la personne aidante, et puis il y a une reconnaissance très faible de la société. Est-ce que c'est exprimé par les femmes et les hommes que vous avez rencontrés dans votre documentaire? Je pense que celles qui sont dans le documentaire, elles avaient vraiment, je pense qu'elles avaient vraiment envie, hein, de ce documentaire. Et quand on fait un documentaire, il y a toujours un peu cette relation comme ça entre le filmé, enfin, qui est une relation, un témoignage. C'est un pacte un peu qu'on passe, enfin une sorte de relation quelquefois un peu informelle. Et là, je pense qu'il y avait effectivement le désir, ça passe par le désir, hein, comme dans la vie, le désir. Mais donc là, il y avait vraiment ce désir de film qui était partagé par ces femmes qui avaient effectivement, alors c'était peut-être plus ou moins conscient, mais l'idée de dire, voilà, effectivement, je fais un métier qui n'est pas forcément super reconnu, donc il y a ce sentiment d'utilité sociale, et puis donc je pense qu'il y avait cette reconnaissance, puis je pense qu'elles étaient contentes aussi de nous présenter comme ça les employeurs chez qui elles bossaient, chez qui ça se passait le mieux, parce que effectivement il y a des dames qui vont intervenir chez 8-9 employeurs, donc là effectivement il fallait choisir. L'idée c'est de choisir effectivement les employeurs avec qui elles avaient le plus d'affinité, d'affect, avec qui ça se passait le mieux. Et donc je pense qu'il y avait cette fierté aussi de parler de leur métier, comme ça, de le valoriser, d'avoir des personnes qui étaient là aussi pour le valoriser, parce qu'elles savaient effectivement au bout qu'il y allait avoir un vin qui allait passer aussi comme ça dans plusieurs salles de France au cinéma, etc. Donc je pense qu'il y avait cette vraie fierté qu'on puisse effectivement parler un peu de ce métier, qui est relativement effectivement invisible. Enfin, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit
depuis le début de ces tables rondes. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop d'affect, justement? On crée un lien affectif avec la personne que l'on aide pendant des mois, des années, mais ça peut s'arrêter. Parce qu'il y a la maladie, il y a la mort, parce que l'employeur peut dire aussi « j'ai plus besoin de vos services » ou « j'ai plus les moyens ». Est-ce qu'il n'y a pas un surinvestissement? Oui, alors ça c'est un peu le risque. Hein. Je pense que ça peut effectivement s'arrêter plutôt du point de vue effectivement, du fait que les employeurs décèdent hein, à un moment donné. Donc oui, mais je pense que les dames sont conscientes un petit peu de ça. Donc voilà, c'est comment on place aussi le curseur pour qu'il y ait effectivement un attachement, de l'affect. En fait, je pense que dans tous nos métiers, on est forcément dans l'attachement, dans l'affect, et puis voilà, puis pouvoir aussi rentrer chez soi et peut-être effectivement voilà tourner un petit peu la page. Mais ouais, je pense que c'est en tout cas une question auquel ces personnes sont vraiment sensibles. Hein. Mais en même temps, elle recherche ça, puisqu'il y avait une dame qu'on n'a pas vue dans le film, là, qui s'appelle Isabelle. Elle, donc, elle avait travaillé pendant des années en gériatrie et en hôpital. Et puis, effectivement, ce qui lui plaisait pas dans ce boulot, c'est qu'effectivement, les personnes décédées, comme ça, elle n'avait pas le temps, justement, de nouer une vraie relation avec ces personnes, alors que là, effectivement, la personne dont elle s'occupe, qui est une dame de 92 ans, voilà, qui a plus sa mobilité, effectivement, elle prend son temps, elle prend son temps, et donc voilà, elle la voit quasiment 2-3 fois par semaine, donc voilà, elle sent qu'il y a une relation qui se tisse, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, en tout cas pour ces personnes qui travaillent chez les particuliers employeurs. Est-ce qu'à certains moments du tournage, vous vous êtes senti en position impudique, position de voyeur? Je pense pas, parce qu'effectivement, je pense qu'après, il y a peut-être des choses, notamment au niveau des toilettes, etc. Mais la caméra elle est toujours là pour accompagner, c'est-à-dire s'il y a des choses qui, on peut dire, voilà, nous voilà. En fait, on a co-construit un petit peu les séquences. On a co-construit les séquences essentiellement, effectivement, avec les salariés. Mais effectivement, il fallait aussi que les particuliers employeurs soient d'accord déjà pour nous faire rentrer, comme je l'expliquais. Voilà, mais il y a des choses qu'on n'a pas filmées parce qu'effectivement, il n'y avait pas lieu de les filmer. Et je pense que c'est toujours un peu une relation de confiance comme ça dans ce métier-là. Et donc voilà, l'idée de co-construire les séquences, c'est de dire, bon voilà, par exemple, la dame, elle parlait un petit peu tout à l'heure, Mélissa, elle parlait un petit peu du cimetière. Donc elle va accompagner cette dame-là qui a eu son AVC jusqu'à le cimetière où il y a sa sœur, en fait, qui est décédée. Bon, c'est un cimetière qui a 3 ou 4 km, hein, donc sur une voie un peu rapide comme ça. Moi, je trouvais que c'était intéressant de montrer ça. Donc, effectivement, dans le film, il y a une séquence qui est plutôt joyeuse, qui n'est pas du tout, voilà, où on les voit effectivement toutes les deux, comme ça, en fauteuil. Mélissa qui pousse le fauteuil, et puis ensuite voilà, jusqu'au cimetière. Donc, la dame va se recueillir. Mélissa en profite pour aller se recueillir aussi auprès des personnes de sa famille qui sont dans le même cimetière. C'est un vrai partage là, d'intimité. C'est un vrai partage, et puis effectivement, ça. Voilà, moi, ce que j'ai essayé d'éviter dans ce film, c'est, voilà, je pense qu'il n'y a pas de misérabilisme, il y a vraiment quelque chose de très très joyeux. Il y a des moments des moments d'humour, vous l'avez vu, hein, il y a des moments d'humour avec Chouki, là, et puis voilà, on sent qu'il y a des choses qui se partagent. Il y a des situations qui sont difficiles, hein, effectivement, il y a des situations, on l'évoquait, de vulnérabilité, il y a des situations, effectivement, de perte d'autonomie, mais voilà, en tout cas, avec ces personnages-là, l'idée, c'était vraiment de montrer quelque chose comme ça d'assez fort, moi, qui m'a surpris. Hein. Ça rend optimiste beaucoup sur la nature humaine. Et moi, j'apprends toujours les personnages, hein, quand on fait des documentaires, on apprend toujours des personnages qu'on filme, et c'est pour ça que je continue à faire ce métier, en fait. Ouais, très bien. Pour beaucoup de métiers, on a valorisé cela par l'exposition sociale à travers des prix, des concours, le meilleur ouvrier de France, des émissions de télévision pour valoriser plus ou moins artificiellement le meilleur ou les meilleurs des parcours. Il y a même eu des tentatives de faire le meilleur prof de France. Bon. Est-ce que ça serait une solution pour valoriser socialement ? Ou est-ce que ça serait du gadget Pour rebondir sur ce qui a été dit, en tant que maire, on fait des choses formidables et on remet, nous, des bouquets aux centenaires qui bénéficient des services d'aide à domicile qu'on offre. Et donc, à chaque fois, c'est un moment très émouvant, très agréable à vivre. Et ce qui est étonnant, c'est effectivement, il y a la famille, les amis et toutes les personnes, toutes les femmes qui s'occupent de nos aînés. Et c'est toujours un moment... ouais, vraiment extraordinaire. Et ça, je pense que ça mérite d'être vu, d'être transmis, effectivement, et d'être valorisé dans l'espace public. Oui. Mais c'est pas toujours facile. Moi, des tournées que j'ai fait, quand vous êtes en hospitalisation à domicile, vous êtes infirmière de l'hôpital et que vous allez voir quelqu'un qui est en phase terminale de son cancer, c'est pas simple. Quand vous intervenez au domicile, dans les tours des quartiers populaires de Laval,
Vous rentrez à 7 h le matin, tout est fermé, il fait noir, ça pue la clope et vous faites insulter. C'est aussi la réalité du métier. Donc il y a aussi plein de réalités derrière, Oui. derrière ces personnes qui viennent aider, apporter une dignité aux personnes. C'est pas toujours simple. Et ça, voilà, c'est effectivement des personnes essentielles, souvent discrètes, mais parfois épuisées. Nora Berra. Mais je vais vous décevoir un petit peu. C'est que, en fait, c'est pas qu'il se passe rien, il se passe énormément de choses en vérité. Les maires font énormément. Moi, j'ai pu valoriser des initiatives aussi à l'époque. Il y a des salons aussi sur le grand âge, énormément de choses. Le problème, c'est le relais médiatique en fait. Quand vous dites concours de cuisine, Top Chef, enfin peu importe. C'est sympa. En fait, c'est sexy. Ouais. Mais vous savez, quand moi je mettais en œuvre le plan Alzheimer, 144 mesures, 1,6 milliard de budget, plan qui n'a pas eu un contact avec une personne ou un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou maladie neurodégénérative, qui n'a pas eu ce contact-là avec des personnes malades. Quand je voulais faire une annonce auprès de vos confrères, on me disait quoi? On me disait, mais c'est pas sexy. Ça plombe l'audience. Voilà. C'est pas sexy. Alors, tant qu'on pensera que c'est pas sexy, eh ben, il n'y aura pas de relais médiatique. Donc, quand on considérera que ce sujet vaut la peine, et pas uniquement en cas de maltraitance dans les EHPAD, parce que c'est un marronnier. À chaque fois qu'il y a un cas de maltraitance, alors là, la médiatisation, tous les experts sont là, les plateaux télé sont combles. À chaque fois qu'il y a la maltraitance. Mais qu'est-ce qu'on fait justement en termes de prospective pour proposer, pour faire du mieux, pour valoriser, pour avoir une approche positive et pas uniquement défaitiste en fait de la situation. Parce qu'évidemment, il y aura toujours. De mon époque, il y avait un cas de maltraitance à Bayonne. J'ai fait une inspection sur les 255 unités de vie en France. Ben, quand on médiatise ce qu'on fait derrière, alors on médiatise le mal, mais ce qu'on fait derrière le positif, on ne le médiatise pas. Et c'est ça le problème. Et la réponse, tout le temps, mais c'est pas sexy. Voilà un beau défi. Il nous reste du temps pour des questions de la salle, des réactions, On peut même prendre le risque de vous passer un micro. Est-ce que vous avez des questions pour les uns ou les autres de nos interlocuteurs? Alors, allez-y. Non? Allez-y, lancez-vous, madame, allez-y. Ça peut être très concret, très pointu ou plus général, comme vous voulez. On en a plein parce que on manque, moi j'habite dans un milieu rural, on manque de services justement. Et comment les recruter, comment les professionnaliser, c'est compliqué. Il y a beaucoup de chômeurs. Autrefois j'étais assistante maternelle. Quand on était aux chômeurs, on nous disait « Oh, bah gardez des enfants, c'est pas compliqué ». Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut être vraiment une professionnelle, il faut se former. Pour le personnel qu'on ne trouve pas, c'est pareil. Quelle solution on peut avoir? Je vous remercie de dire qu'effectivement, ce ne sont pas des métiers où on arrive sans ne savoir rien faire. C'est un vrai métier. Par contre, là où on vous rejoint, c'est sur la difficulté de mettre en relation en réalité lorsqu'on a un besoin avec un salarié. Et ça, là-dessus, en tout cas, la Fédération des particuliers employeurs va mettre en place une plateforme de mise en relation pour faciliter juste cette connexion. En fait, on est un peu le maillon qui manque aujourd'hui parce que il y a des structures, bien évidemment. On a des PMI lorsqu'on cherche. J'ai été la première à trouver mon assistante maternelle par la PMI. On a des services qui aident à orienter pour trouver des accompagnants en perte d'autonomie. Mais encore une fois, comme la problématique se trouve sur tout le territoire national et que vous n'avez pas d'outillage sur tout le territoire national, on va essayer, nous, de combler ce maillon qui manque pour déjà mettre en relation. Et ensuite, ce qu'il faut, mais là, ça existe déjà, mais il faut que ce soit plus su. Il va falloir qu'on arrive à rendre la chose sexy, parce que quand on voit votre documentaire, c'est plus que sexy. Pour le coup, on n'a qu'une envie, c'est de se plonger dans ces métiers-là. Donc, comme vous le dites, je pense qu'il faut qu'on arrive à communiquer de la façon dont vous l'avez faite, parce que ce n'est pas possible que les gens restent hermétiques en voyant ça. Une fois que vous allez rentrer dedans et qu'on aura réussi à mieux communiquer, la professionnalisation et la formation, elle existe déjà aujourd'hui.
Mais bon, il nous manque encore, peut-être que ce n'est pas encore suffisant et il faut qu'on s'améliore. Et ça, encore une fois, on le fait. Les organisations syndicales le font aussi. Certains pouvoirs publics ont pris le sujet à bras-le-corps, mais il faut démultiplier nos efforts parce que l'enjeu, il est majeur. Il l'est déjà aujourd'hui, il sera pire demain. Je suis d'accord avec vous parce que pour trouver une assistante maternelle, c'est assez facile avec les PMI, les MAM, etc. Mais pour trouver une aide ménagère, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de relation. Johan. Oui, non, mais je rebondis. En fait, on a déjà parlé tout à l'heure. C'est vraiment comment susciter le désir auprès des plus jeunes, hein, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est des métiers aussi qui vieillissent. Mais un exemple là, puisque effectivement autour de Lille, là, on a projeté le film à un lycée, enfin à des jeunes comme ça, lycéennes qui sont venus, et c'était super intéressant, quoi, parce que c'est donc des jeunes de 17-18 ans qui se destinent en fait à ces métiers-là. Et on a eu un bel échange ensuite avec la prof et puis les élèves, donc voilà, qui découvraient effectivement comme ça des choses comme ça, très très concrètes, éventuellement de leur métier futur. Et je pense que là, c'est ça, ouais, il y a tout un vivier comme ça et puis on disait, c'est des métiers qui peuvent être super attractifs. Bon, alors effectivement, il manque le côté un peu rémunérateur, mais il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans ces métiers. Donc voilà, comment peut-être susciter le désir auprès des plus jeunes. Ouais. Un élément supplémentaire que je voudrais apporter, c'est qu'il y a une pénurie de personnel, effectivement, d'accompagnement. Et quand ils sont là, ils sont happés par les EHPAD, en fait. Ils vont davantage travailler dans les EHPAD, dans des structures, c'est structuré, on sait à quelle heure on commence, on sait à quelle heure on termine, le salaire est négocié dès le départ, il n'y a pas de temps de latence, le trajet. Enfin, je pense que là aussi, quand vous mettez les deux recruteurs en compétition, les candidats vont davantage vers les structures médico-sociales que vers le domicile. Ça, je l'ai observé. Il faut suivre le modèle danois, alors arrêter de construire des EHPAD pour... Alors, la diversification des modes d'hébergement et de résidence commence. Hein, il y a une dynamique en France, donc il y a des espaces, des logements partagés, intergénérationnels. Déjà, de mon époque, déjà, j'en avais beaucoup observé. Le modèle danois sur la question de la gouvernance et du financement, c'est totalement différent, même leur système de santé. Parce qu'en fait, l'État ne s'occupe que de la stratégie globale, des plans de santé publics globaux, les grandes préconisations pour garder une bonne santé, pour bien vieillir. Mais la mise en œuvre opérationnelle, en fait, c'est au niveau des collectivités que ça se passe. Ce sont les municipalités, la décentralisation que vous appelez de vos voeux, c'est au niveau des municipalités qu'on s'occupe du quotidien de la santé publique et de la prévention, en fait. De la prévention, poser les diagnostics, éviter les risques. On parle toujours des chutes. Les chutes, c'est quand même 10 000 morts par an, les chutes des personnes âgées. Donc rien que de dire, on vient à votre domicile, on fait le diagnostic, on voit où sont les dangers, on les élimine. Et déjà, ça, c'est un acte de prévention. À l'époque, j'avais envie de le confier aux assurances et aux mutuelles, parce que je me disais, ils sont plus intéressés par la prévention, parce que plus on prévient, et moins on a payé derrière. Donc il y avait quelque chose d'attractif, enfin il y avait un modèle économique à trouver autour de ça. Et puis le diagnostic sur les risques aussi, les diagnostics, d'ailleurs c'est une démarche de l'OMS, hein, le diagnostic des fragilités, c'est le programme ICOP qui est en ce moment en expérimentation en France. Mais on met en place des consultations de prévention, donc on va dire voilà, à 60 ans, 65 ans, 70 ans, mais on va faire quoi? On va expérimenter. Mais pourquoi on expérimente ça? On sait que ça marche en fait. Le professeur Bruno Vellas a démontré la fragilité et agir sur les fragilités, c'est déjà connu. Pourquoi on expérimente? Pourquoi on perd du temps? Et on évaluera en 2027 si ça porte ses fruits. On sait que ça va marcher. On sait que dépister, c'est déjà prévenir en fait. Moi, je voulais réagir sur la communication. On a mis en place, on a eu du mal à recruter pour notre propre CCAS. Donc on a mis des capsules avec des médias locaux. On a même fait venir un commentateur radio France Bleu connu qui a fait des vidéos sur YouTube. On a relayé sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, moi aussi, je me pose cette question-là, parce que je viens d'un territoire très industriel. Vous avez 1500 personnes qui travaillent dans les abattoirs. Pour avoir visité les abattoirs où il fait 4 degrés, et là, c'est très peu machinisé. Je me dis, mais pourquoi toutes ces personnes travaillent là et ne vont pas effectivement à domicile ou vers d'autres métiers peut-être plus confortables? Donc il y a un enjeu, je pense, de formation. On sait qu'on va faire 10 métiers à peu près dans une carrière, d'après les études sociologiques. Donc c'est comment on accompagne ces ruptures professionnelles.
Et aujourd'hui, dans un magma institutionnel, on n'arrivera à rien. Enfin, enfin, la dernière lumière qui s'ouvre, c'est effectivement celle de la municipalité, mais les responsabilités sont trop diluées, les financements sont trop dilués. Et effectivement, il faut redire qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, qui finance quoi. Simplifier. Moi, je me bats, on n'est pas d'accord avec la vision. On a fait les constats à l'échelle départementale sur le vieillissement. On sait combien avoir de personnes âgées. On va savoir quelles sont les pathologies des personnes âgées. Et pourtant, que faire? Comment financer? Alors là, on ne fait rien. Donc on attend. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on clôt les débats sur cette volonté? Une question au premier rang. Et puis on terminera avec cette question. Ce n'est pas une question, c'est juste un remerciement que je veux faire pour cette organisation de cette soirée, qui est le fruit, et je tiens à remercier Leïla et Serge, de la nouvelle stratégie qu'on a mis en place à l'IRSEM de CAP 2027. Donc Madame la Ministre, vous avez parlé tout à l'heure, à l'instant, d'AICOP et du professeur Village. Sachez qu'on l'accompagne aussi de façon importante financièrement pour sa chaire d'excellence. Voilà, donc je voudrais remercier. Donc c'est en parfaite conformité avec la stratégie qu'on a tous adoptée très récemment au conseil d'administration de l'IRSEM. Voilà, donc merci Serge et Leïla. Merci. Moi, je voudrais ajouter mes remerciements pour les 4 intervenants et puis les 2 premiers qui ont animé la soirée. On a eu des belles pages de livres et des beaux extraits de documentaires, donc ça va contribuer, je pense, à faire mieux connaître ces métiers. Puis remercier toutes les équipes de l'IRSEM qui ont organisé ce débat, en espérant que ce combat pour la reconnaissance de ces métiers va progresser. En tout cas, on va essayer de le relier à notre modeste niveau médiatique. Merci à tous et bonne fin de soirée.